Mario. Oh, OK. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté Casnavon! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! Restauration champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Yannick Lehoux du National de Québec. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, j'ai vu pendant qu'il y avait la petite vidéo là, de début d'émission, tu avais l'air de le battre avec ta lampe. Là, je sais pas trop. C'est correct de ce côté-là. Je l'ai essayé de quoi pour la lumière. Là. Finalement, j'ai pu faire un petit touch-up de dernière minute là, qui a aidé un petit peu. Fait que, bon, les ajustements de dernière minute sont faits. Exact. On est prêts. On reçoit un invité qui va être le fun ce soir, comme on s'est parlé un petit peu là, d'entrée de jeu avec notre invité avant le show. On a plusieurs choses à discuter avec lui. Ça n'a pas été trop dur de trouver des sujets, des faits marquants. Je pense que ça va être une émission qui va être très, très plaisante là, ce soir. Certainement. Puis, tu sais, c'est pas toutes les semaines qu'on a la chance d'interviewer des joueurs qui ont touché à la Ligue nationale, là, qui ont eu des grosses carrières. Un ancien choix first pick overall de la Ligue junior majeure du Québec, champion pointeur, joué dans la Ligue nationale, côtoyé là, des Wayne Gretzky Wayne Gretzky comme coach. Donc, super belle carrière en Europe. Revient dans la Ligue à 42 ans, un retour improbable, puis performe là, à son retour dans la Ligue. Donc, non, c'est pas les sujets qui vont manquer, puis d'après moi, on va passer un bon moment. Yes, on pourrait peut-être commencer aussi par dire des salutations aux gens là, dans les commentaires. Jean-Paul Veilleux qui dit « Bonsoir les boys » et Go Canada, go! Bon, donc, on a suivi la confrontation des 4 nations, ce que je vois. Stéphane Bailey qui dit salut messieurs, Emmanuel Gagnon qui dit bonne soirée les boys, Céline et Gilbert qui disent salut les boys, fidèles au poste. On pourrait peut-être commencer, Dave, avec quelques nouvelles là, qui ont retenu l'attention lors de la dernière semaine. Exact. Donc, fidèle à notre habitude, on va commencer avec les 3 étoiles qui ont été nommées là, quelques heures. Donc, un spécial gardien de but cette semaine. Donc, 3 gardiens. C'est sûr que ça n'a pas été... il y avait seulement 5 matchs. Ça n'a pas été des matchs là, à très haut pointage. Donc, effectivement, là, les gardiens ont fait le travail. Alors, 3e étoile, Zachary Boutillier. Donc, obtenu là, un départ, là, celui du match samedi soir à Rivière-du-Loup pour le bataillon. Grosse performance. Laissé 2 buts là, quand même passablement rapidement en première période, mais c'est ressaisi et demeuré parfait tout le restant de la game. Donc, 33 arrêts sur 33 tirs a permis là, au bataillon d'aller chercher une grosse victoire en prolongation à Rivière-du-Loup. Ensuite de ça, le coéquipier de notre invité, Tristan Côté-Cazenave, quand même, là, a été bombardé de 50 tirs samedi soir également là, à Québec. On a arrêté 48 sur 50 pour permettre au National de rester dans le match et d'aller chercher là, une victoire en prolongation également contre l'Assurantia. Et la première étoile de la semaine, Carmine Anthony Pagliarulo, donc avait... justement, là, passer au podcast là, d'environ quelques semaines. Donc, ça arrive souvent que des joueurs passent au podcast et connaissent du succès par la suite. Donc, première étoile de la semaine. A été également première étoile, je pense, la semaine après. La semaine avant, oui, c'est vrai. Avant ou après, je me souviens. Avant. Donc, à Sorel-Tracy, 40 arrêts sur 42 tirs, a été parfait en tir de barrage également pour permettre là, aux pétroliers de gagner là, justement un match très important également pour eux. On sait que le classement est tellement serré là, dans le milieu du peloton. Donc, 40 arrêts sur 42 tirs officiellement pour Pagliarulo. Donc, les 3 étoiles la semaine.
Ensuite de ça, samedi soir également, il y avait un match là, qui retenait beaucoup l'attention, le match des Éperviers à Saint-Georges. C'était un match où est-ce que justement le Cool FM avait la chance d'être couronné champion de la saison. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Le Cool FM là, qui est sorti en Lyon a marqué 4 buts en première période. Vraiment, là, dans le fond, je pense qu'on connaissait les enjeux du côté du Cool FM. On s'est vraiment assuré là, d'être nommé champion. Donc, belle victoire et un premier titre depuis 2011 du côté du Cool FM. Donc, c'est quand même une belle accolade à l'équipe pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça, c'est plus mon opinion, mais tu sais, pour 2 raisons, dans le sens qu'on a quand même été, même si la saison dernière a été plus difficile, on a quand même été champion il y a 2 ans. Donc, ça montre également au niveau de l'organisation que ce qu'on a vécu il y a 2 ans, c'était pas un feu de paille quand on a vu la saison qui a suivi. Donc, ça montre quand même une certaine constance. Donc, c'est un beau championnat. Puis l'autre raison, c'est justement parce qu'on est passé de l'avant-dernière position à la première position. Donc, c'est quand même un revirement assez impressionnant. Donc, tout le crédit revient là, à Raymond de la Roseville qui a monté là, cette équipe-là, est allé chercher plusieurs gros joueurs. C'est ça, chez les partisans, j'ai vu au courant de la semaine là, qu'on a quand même rendu beaucoup hommage là, au travail de Kevin Cloutier, l'entraîneur-chef, et de Raymond de la Roseville, qui est allé chercher plusieurs éléments là, exact. Donc, Kevin Cloutier et Mathieu Roy également, qui est son acolyte, là, qui vraiment font un travail hors pair là, comme entraîneur recru. Donc, c'est beau à voir. Puis, sinon, au niveau des autres nouvelles, Pierre Pelletier, l'entraîneur-chef là, des Pétroliers, qui a récolté sa 299e victoire à Sorel-Tracy, donc aura la chance devant les siens vendredi à Laval de remporter sa 300e victoire en carrière. Évidemment, ce serait seulement le 2e entraîneur de l'histoire à atteindre ce plateau derrière Bobby Barry qui l'a atteint un petit peu plus tôt cette saison. Donc, ça sera à suivre cette semaine. Sinon, également, je pense que c'était là 2 week-ends, je pense, mais on a eu l'information là, du statisticien officiel là, de la Ligue, Denis Boisvert, comme quoi la Ligue nord-américaine a officiellement passé le cap des 9 millions de fans, donc de spectateurs là, qui sont rentrés dans les arénas depuis le début de la Ligue, de ça, là, près de 30 ans. Donc, quand même un beau plateau de voir que année après année, là, la Ligue nord-américaine continue de rouler et que les fans continuent d'être au rendez-vous. Encore plus en plus là, dans les dernières saisons, là, on a vu une belle progression là, depuis 2-3 ans. C'est des bonnes nouvelles, c'est le fun à voir. Puis finalement, au niveau des petites nouvelles aussi, on a appris aujourd'hui qu'un joueur coéquipier de notre invité, Yannick Léo, Francis Paré, qui a été nommé assistant-entraîneur pour l'équipe olympique d'Italie, l'équipe féminine d'Italie pour les Jeux olympiques de 2026. Donc, un joueur de la Ligue nord-américaine qui sera aux Jeux olympiques l'an prochain en Italie. On sait, là, l'équipe d'Italie, c'est le pays hôte, donc automatiquement, là, les équipes italiennes sont qualifiées. Alors, un beau défi pour Francis Paré. Et je rajouterais peut-être un petit complément d'information sur ça. Il y a également un ancien de la Ligue, Karel Saint-Laurent, qui est entraîneur des gardiens aussi, qui a été dernièrement avec l'équipe Italie M18 et également l'équipe féminine. Il va y avoir le championnat du monde là, bientôt, là, donc devrait également faire partie de cette équipe olympique. Là. C'est une délégation québécoise d'entraîneurs là, qui est organisée par Daniel Sauvageau. C'est donc, félicitations des belles nouvelles, ouais. Et moi, j'avais des petites nouvelles comme ça en vrac. Cette semaine, l'entraîneur chef du Phoenix de Sherbrooke, Gilles Bouchard, qui a atteint le plateau des 250 victoires, a déjà joué dans la Ligue là, de 96 à 2000, notamment avec les Coyotes de Thetford. Donc, vous irez voir ça pour ceux qui s'en souviennent peut-être également. Et peut-être aussi mentionner là, que Jean-François Grégoire, qui est l'actuel DG, entraîneur-chef du Dakar de Bécomo, a atteint également le plateau des 150 victoires là, il y a quelques semaines. Donc, un ancien, notamment avec Saint-Georges et le Saint-François de Sherbrooke, avait gagné le championnat avec eux également. Exact. Donc, ça peut faire aussi un beau lien parlant du Drakkar de Bécomo. Là, on a pas mal
un des joueurs, sinon le joueur le plus légendaire, si on veut, de l'histoire de cette concession-là avec nous ce soir. Ouais, je pense qu'on est prêt. On est prêt peut-être à y aller justement pour faire la transition avec notre invité. Donc, Yannick Lehoux du National de Québec. Ça va bien, Yannick? Salut, ça va bien, les boys? Moi, ça va bien, ouais. Parfait. Parlant de ça. Donc, petite transition avec le Drakkar de Baie-Comeau. On le sait, tu es une légende du Dakar, un ambassadeur également. Donc, là, cette année, tu as fait ton retour à 42 ans avec le National. Comment on se sent aujourd'hui? Pas trop raqué? Un petit peu raqué. À toutes les semaines, on est un peu raqué. Je te dirais que c'est de mieux en mieux. Jusqu'à date, c'est sûr que le plus gros défi, oui, le côté performance, c'est important, mais ça reste que dans le retour au jeu, l'idée, c'était de ne pas me blesser puis de bien faire les choses. C'était pour ça que c'était important pour moi d'arriver prêt puis de me remettre en forme avant de recommencer officiellement là, avec l'équipe. Fait que jusqu'à date, ça se passe quand même bien. Puis il reste 2 week-ends avant les séries. Puis l'objectif, c'était d'être prête pour les séries. Fait que jusqu'à date, ça se passe quand même pas pire. On a reçu il y a quelques semaines quelqu'un qui t'a aidé justement là, dans ta remise en forme là, pour revenir sur la glace, Stéphane Fournier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment que peut-être a été ces entraînements-là? Oui, bien, des entraînements sur glace un peu avec, dans le fond, avec Stéphane à Montréal, mais surtout avec Pierre-Cédric Labrie ici à Québec. On a fait une couple de fois là, des petits trainings plus skills juste pour toucher à la glace, surtout au début. Là. Maintenant, avec les matchs, puis moi, je joue quand même déjà dans des ligues de garage à Québec. Fait que je touche quand même un petit peu à la glace. Fait que j'essaie les semaines que j'ai moins la chance avec le travail de patiner ou si je dois en manquer, la beauté de l'hiver au Québec, c'est qu'on a des patinoires extérieurs, fait qu'on est capable d'aller sur la glace puis de faire quelques petits trucs. Puis, mais c'est le fun de travailler avec Stéphane. Puis ici, ils ont construit je pense, un beau brand, puis quelque chose de vraiment cool, la façon qu'ils travaillent. Puis avec leur compagnie qui s'appelle Hockey to Machine. Puis c'est ça, c'est 2 belles machines, fait que je pense que ça porte bien leur nom. Ouais, 2 gars en forme, mettons. Ouais, pas mal. Il y a un article là, de Michael Fillon d'ADS qui parlait un peu de comment s'est fait ton retour. Tu as été approché un peu par le National, je pense, plus tôt dans la saison. Tu as écouté Mike Tyson, son combat de retour. Puis là, je pense que tu en as parlé à ton cousin, puis il t'a dit comment Yann, fais-le. Oui, exact. Ben, tu sais, j'ai la chance d'être bien entouré, si on peut dire. Puis c'est ça, c'est un peu une coïncidence. Là. Un de mes chums, Éric Lesage, qui a déjà joué dans la Ligue nord-américaine aussi, là, il y a une couple d'années, connaît bien les gars de l'organisation du National. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop, il avait dû prendre une bière avec Jim ou avec quelqu'un, puis en jasant, puis il parlait de différents noms des gars parce qu'on joue avec jeudi là, dans notre ligue de garage, quand même une pas pire ligue de garage. Là, c'est quand même majoritairement des anciens pros puis tout ça qui jouent là. Fait que j'imagine qu'il allait à la pêche un peu de voir qui aurait peut-être de l'intérêt de revenir puis de jouer. Puis Eric m'avait lancé ça comme ça. Puis sur le coup, j'avais dit il n'y a aucune chance. Genre, comme je pense que je l'avais même traité d'épais, je pense, tu sais, comme ça se peut pas. Puis ça. Puis fait que c'est resté comme ça. Puis comme la semaine d'après, j'allais en Floride avec mon cousin pour quelques jours. Puis Gabriel Lehoux, il y a une compagnie c'est un entraîneur, un préparateur physique. Puis il travaille beaucoup avec les joueurs de hockey. Sa compagnie Athletic One, lui, est basée à Montréal. Puis il est préparateur physique, mais il se spécialise dans l'entraînement de joueurs de hockey à l'extérieur de la glace. Fait que, tu sais, comme là, ben, j'ai la chance d'avoir PC Stéphane sur glace, j'ai Gab en dehors de la glace. Puis là, ben, en jasant avec Gab du combat de Mike Tyson, parce que Gab dit non, l'âge, c'est juste un chiffre. Quand on prend soin de notre corps, puis tout ça. Fait que je le croyais plus ou moins. Puis là, ben, je disais, d'ailleurs, il y a un de mes chums qui voudrait que je recommence à jouer au hockey. Puis là, Gab, là,
il est venu tout énervé, là. Il était là, je pense qu'il m'a vu comme un projet en temps réel de montrer ce qu'on peut faire à 42 ans. Puis il était tellement craqué qu'il m'a convaincu. Puis tu sais, moi, j'aime ça jouer au hockey, puis c'est pas l'envie de jouer, mais c'était d'être prêt puis de pouvoir performer, tu sais, de jouer puis de faire acte de présence, ça me tentait pas non plus. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé si je le fais, ben, je veux être bien préparé. Fait que je me suis bien entouré, puis on met les efforts, c'est pas toujours facile. Moi, je fais beaucoup de routes avec mon travail, fait qu'il y a des semaines que tu sais, comme hier, je pensais aller au gym en fin de journée, mais j'étais allé à Rimouski, fait que je me suis levé à 4 heures, je suis revenu chez nous, il était 4-5 heures. C'est sûr que là, le soir, ça tente, l'énergie est plus ou moins au rendez-vous. Fait que des fois, il faut que je change mes plans un peu, puis je me lève plus tôt le lendemain ou à d'autres moments pour mettre les efforts, pour continuer de m'entraîner, puis d'être prêt pour les week-ends. Mais jusqu'à date, ça se passe bien, puis je trouve ça le fun. Justement, dans le chat, là, on a Guillaume Latendresse qui dit tu fais même pas ton 50, Yann. Oui, c'est vrai. Il en profite pour te dire bravo pour ton comeback. Ah, merci, Guy. C'est pas du maraudage, ça? Ouais, c'est ça, exact. Mais ce qui me fait rire, c'est que le combat de Jake Paul contre Mike Tyson, personnellement, j'ai tellement trouvé que c'était un peu un rip-off. Au moins, si ça a permis à Yannick Lehoux de revenir dans la Ligue nord-américaine, ça n'aura pas servi à rien. Non, exact. Mais le combat, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi, mais ça reste que les efforts que les deux gars ont fait pour se rendre là, puis surtout Mike Tyson qui sortait un peu nulle part quand même. Là, fait quand tu regardes ça, est-ce que là, le débat, est-ce que c'était arrangé, est-ce qu'il a retenu ou est-ce qu'il était plus vieux ou pas? Là, je ne connais pas assez la boxe pour ça, mais quand même, il faut quand même rendre à César sa salade. Mike Tyson, il était prêt pour le combat quand même. Oui, c'était impressionnant. Je pense que les vidéos d'entraînement pré-combat étaient vraiment impressionnants. Oui, c'est ça, exact. La discipline et tout, mais... Ouais. Ben, c'est un mot, hein, c'est comme qu'est-ce que tu racontais justement, là, malgré l'horaire là, qui est difficile à manager des fois, ben, c'est la discipline qui fait la... C'est sûr que là, j'ai pas l'équipe, même si je suis vraiment bien entouré, ça reste que je fais pas juste ça de ma vie, m'entraîner puis me préparer pour les games. Fait que je peux pas dire que je suis autant prêt peut-être que Mike Tyson l'a été, mais ça reste que je pense que pour n'importe quoi dans la vie, d'être bien entouré puis d'avoir des coachs puis surtout un objectif clair de ce que tu veux atteindre, ça l'aide. Puis jusqu'à date, c'est ça. Je trouve ça le fun. Puis on a une belle gang aussi à Québec. C'est dommage parce que le record n'est pas comme selon la vibe, tu sais, les gars. On a vraiment une belle gang de gars. Puis on a l'impression que à chaque semaine, du moins depuis que je suis de retour, qu'on s'en va dans la bonne direction. Fait que la vibe est positive. Puis on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année puis avec les séries. Non, parlant de ton comeback, justement, là, ton premier match, tu as marqué ton premier but à ton premier match, donc ça a dû faire du bien. Mais ce qui a dû faire du bien aussi, ce qui a dû être le fun, c'est que j'imagine quand on regarde là, les dernières années que tu avais joué, c'était avec l'Assurancia. Tu as mentionné là, que tes enfants étaient là pendant la rencontre, qui ont pu te voir faire le but, même qui tiraient à pipe un peu à ouais papa. Là. Mais ça, justement, d'avoir la chance de jouer devant famille et amis, mais aussi que tes enfants puissent te voir jouer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé dans la décision ou c'est juste un beau bonus de pouvoir faire vivre ça? Oui, un peu. C'est certain que ça l'a joué. Tantôt, je parlais rapidement d'objectifs puis d'aller au bout des choses puis tout ça. Puis mes gars, ils ne jouent pas au hockey, mais c'est des sportifs. Ils jouent au basket, soccer, puis ils sont quand même pas pires dans leur sport. Fait que ça fait aussi, tu sais, souvent, OK, là, faites ça, levez-vous, entraînez-vous. Puis moi, je ne le fais pas pour eux, puis je ne leur mets pas de pression. Mais quand mon plus vieux, il me dit, il me semble que je manque de jump, puis je ne saute pas assez haut. Mais comme, as-tu fait tel entraînement? As-tu fait tes exercices? Non, ben c'est ça. Fait que je ne peux pas le faire pour toi. Fait que c'est un peu une façon d'être comme, check, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça. Vous autres, vous avez fait quoi? Ah, ben, j'étais sur mon sel. Ben, écoute, ben, c'est ça. Moi, j'ai 42 ans, ma carrière est en arrière de moi. Puis là, ben, ils font un petit stretch ou ils font quelque chose. Fait que, tu sais, je pense que de montrer l'exemple aussi de cette façon-là, de dire, écoute,
quand on veut quelque chose dans la vie, il faut mettre les efforts. Puis c'est un peu ça. Puis oui, par la bande qui viennent me voir jouer, c'est le fun. Puis c'est ça. Quand ils scorent, ils écoutent des émissions Blue Lock, là, un truc de soccer comme d'animation. Puis il y en a un qui score, puis là, ils font ça comme ça. Fait que là, ils voulaient que je fasse ça quand j'ai scoré. Ça crée comme une petite chimie ensemble, puis on a bien du fun avec tout ça. Fait que c'est sûr que ça rajoute quelque chose de spécial. La famille, le retour au hockey, l'entraînement également, mais tu as un autre travail. C'est quoi tu fais dans la vie? Moi, je suis représentant en orthopédie. Fait que je me trouve, dans le fond, ce que les produits que je vends, c'est ce qui va dans les gens, dans le fond, là, des prothèses de hanches, genoux, épaules, des plaques, des vis, des choses comme ça. Fait que je suis beaucoup en salle d'opération, dans les blocs opératoires. Puis mon territoire, c'est tout l'est du Québec. Fait que juste pour le travail, je fais en moyenne à peu près 50 000 km par année d'auto. Fait que c'est sûr que c'est un travail que j'aime, mais c'est un travail qui est prenant. Puis que c'est ça. L'auto, on le sait tout, du voyagement, on fait comme rien, mais c'est quand même épuisant. Fait que des fois, ça fait des journées, comme je disais tantôt, que surtout par rapport à l'entraînement, puis des habitudes de vie un peu, que des fois, la nourriture sur la route, tu traînes pas toujours ta boîte à lunch, puis tout ça. Fait que ça a amené un côté, mon retour au jeu personnel aussi de OK, l'AEW, c'est bien bon, même si le bœuf est nourri à l'herbe, mais j'imagine que ça va pas pareil. Fait que on prend d'autres choix, puis on fait attention. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est positif pour moi. Là. Du l'Est du Québec, ça se rend-tu jusqu'à Gaspé? Oui, Gaspé au sud, puis Bécomo, Sept-Îles, le Saguenay, tout ça, jusqu'à Roberval. Fait que il y a des endroits que je vois plus souvent, d'autres moins, là, sauf que ça reste que le territoire, là, c'est tout ça que je couvre. Fait que ça fait quand même pas mal de millages. Est-ce que ça te rappelle tes bonnes années junior dans l'autobus, de faire beaucoup de routes comme ça? C'est pour ça que j'aime ma job. Je veux dire, ça me dérange pas de faire de la route. Même si, comme je disais, des fois, oui, c'est épuisant un peu, puis tout ça, mais j'ai pas l'impression que je travaille. J'écoute des podcasts, de la musique, tu parles au téléphone. Oui, c'est de la route, mais comme pour moi, c'est ça. Là, j'imagine que d'avoir fait toute cette route-là depuis que je suis jeune, ça fait partie de ma DNA d'être dans ma bulle. Puis ça fait un beau contraste aussi avec une job qui est très PR, puis tout ça, d'avoir des moments aussi, juste comme ça reste plusieurs heures par jour, je suis tout seul dans mon char. Fait que ça me permet aussi d'avoir des moments pour penser, puis des moments à moi. Fait que ça fait un bel équilibre. Tantôt, Guillaume t'a écrit pour te féliciter. Dave disait il te convoite. Stéphane Bailey, un partisan des Marquis, qui dit donc un échange à Jonquière, pas de problème. Je pense qu'on. Pour l'instant, le national, là, j'aime bien la gang, fait que j'ai pas l'intention de m'en aller nulle part. Bon, le message est passé. La date limite des transactions est déjà passée. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Si on parlait là, un peu du voyagement, je te dis ça te rappelle tes années juniors. On va en parler un petit peu de ta carrière junior parce que tu es quand même une légende là, chez le Dragard de Bécomo. Tu as eu des belles années. Tu as été un choix de 3e ronde dans la Ligue nationale également, mais pour toi, là, le Dracard de Bécomo, ça a été quoi ces années-là pour toi? Dracard de Bécomo, pour moi, c'est vraiment des années formateurs. Quand on regarde la carrière d'un jeune junior, que tu arrives là, moi, je suis arrivé à 16 ans, puis je suis parti à 19 ans. Fait que, si on se rappelle, tout le monde, nos années de 16 à 19 ans, il y a beaucoup de choses qui sont marquantes dans nos vies. C'est des années vraiment qui sont importantes. Fait que pour moi, de les avoir passé les 4 là-bas, puis aussi d'avoir comme l'équipe, quand je suis arrivé, l'équipe, c'était pas facile. C'était la 2e année de la concession à l'époque. Puis de voir la transition. Puis nous, on n'a pas eu la chance de gagner. Mais le Dracard n'a toujours pas gagné de championnat. Sauf que l'année après que je sois parti, il avait perdu en finale contre Halifax. Il y avait vraiment une bonne équipe cette année-là. Fait que d'avoir participé un peu au lancement du Dracard de Bécomo, puis de mettre sur la piste, ou sur le spot l'organisation, puis de faire connaître l'organisation, c'est certain que ça a été vraiment le fun. Puis aussi, on avait une belle
une des choses, là, tranquillement, avec les années, le Drakkar, il devient de plus en plus connu, sauf que c'est loin, c'est pas toujours un endroit que les gens d'entrée de jeu, ils sont excités nécessairement quand tu viens de Montréal. Hey, je m'en vais jouer à Bécomo puis tout ça, sauf que c'est vraiment une bonne organisation. Puis le côté scolaire, moi, j'ai gagné le joueur étudiant de la Ligue à l'époque. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'il y en a eu 5-6 aussi, le programme avec les enseignants puis le staff à Bécomo. C'est vraiment une bonne organisation. Puis ils mettent tout en place, justement, vu le beaucoup de routes puis les choses. Fait qu'ils mettent ça en place. Fait que d'avoir participé à tout ça, puis d'avoir comme un peu ouvrir le chemin un petit peu pour ça, là, c'est quelque chose que je suis quand même fier d'avoir participé. Puis c'est sûr qu'on a eu des bonnes années puis des bons souvenirs aussi là, côté hockey, puis personnel aussi à travers ça. J'avais entendu une petite anecdote là, à propos de une journée que tu voulais aller dormir chez tes parents au lieu de la maison de pension. Puis là, ton entraîneur t'a dit qu'il faut que je fasse le but pour pouvoir aller dormir chez nous. Est-ce que tu peux compter un petit peu ça? Oui, bien, de mémoire, c'était mon année à 19 ans. Puis on tombait je pense qu'on tombait en congé de Noël ou je ne sais pas trop quoi. Puis il y avait peut-être une passe que ça allait moins bien ou je ne sais pas trop quoi. Puis on devait comme repartir après la game, tout le monde ensemble à Bécomo, là, comme ça fait quand même plus de 20 ans exactement de cette histoire-là, là, mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Puis mes parents, ils venaient à Rimouski, puis on avait comme des plans d'aller, je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'on faisait, puis je voulais comme participer. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes parents à ça. Puis là, quand Richard nous avait annoncé, parce qu'on ne savait pas trop jamais sur quel pied danser avec le beau Richard à l'époque. Oui, exact. Fait que après le match, on s'en allait ou quoi que ce soit, j'avais dit, tu sais, je peux-tu, j'aimerais ça rester avec mes parents. Puis là, ben, c'est ça, là, tu sais, il avait dit, si on gagne ou je sais pas trop quoi. Puis là, en tout cas, j'avais dit, ben écoute, si on gagne, comme je peux-tu coucher avec mes parents, puis rester à Rimouski. Puis il m'avait dit, il avait comme pensé un peu, puis il a dit, ouais, si tu nous fais gagner, tu pourras rester avec tes parents. Puis, cette game-là, on avait gagné 7-5, puis j'avais eu 5 buts, 2 passes. Fait que je pense que j'avais livré la marchandise. C'est ça. Fait que ça avait été, je me souviens à l'époque, pas à Rimouski, mais le gars de la radio à Bécomo m'avait donné les 3 étoiles du match de ce match-là. Fait que Richard, il n'a pas eu le choix d'accepter puis d'honorer sa parole. C'est bon, ça. Ouais. Non, si on se transporte là, encore un petit peu plus loin, tu as quand même eu l'honneur d'être repêché tout premier au total dans le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est quoi, tu te rappelles là, de cette soirée-là? Je ne sais pas si à l'époque, c'était en 1998, là, si on déroulait le tapis rouge à l'époque et tout, comment ça se faisait, mais c'est quoi Mais c'est drôle aujourd'hui, vu que j'ai 42 ans, il faut que je prenne soin de mon corps, puis je suis allé me faire masser tantôt. Puis le gars que je vais voir, on s'est comme mis à parler de ça un peu, le draft, ou je ne sais pas trop pourquoi c'est venu sur le sujet, puis je disais, j'ai vraiment eu 2 expériences, le draft junior puis le draft de la NHL, vraiment différents. Mon draft junior, ben j'étais classé premier, puis je suis sorti premier. Fait que c'est certain que les souvenirs que j'ai de ça, c'est comme je m'assois dans l'aréna, il nomme mon nom, je m'en vais en avant, puis c'est fini. Fait que c'est certain que c'est comme spécial à dire, mais comme les souvenirs sont assez. Il y a le moment un peu excité, tout ça, là, tu vas en avant, là, je sais pas s'ils font ça, mais là, il fallait comme faire un petit speech. Je remercie genre mes parents, whatever. Là, les premières rondes, on faisait un petit speech là, à l'époque. Puis fast forward à mon draft de la NHL. J'étais classé première ronde. C'était moi, je me souviens à l'époque, qui avait le plus de points de tout le repêchage, dans le fond. Là, fait que j'étais supposé sortir première ronde. Puis à l'époque, c'était juste les 3 premières rondes qui c'était le jour 1. Puis je suis sorti 86e. Fait que c'est certain que cette journée-là, comme tu t'attends de sortir d'un 30 premiers, puis là, comme il reste 4 choix après toi, puis il faut que tu te remettes au lendemain. Là, je voyais ça venir, puis je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été vraiment 2 expériences complètement différentes. Une que tu ne vois pas passer, puis l'autre, tu es comme, hey, c'est la plus longue journée de ma vie. Mais un coup qui nomme ton nom, puis que tu deviens un Kings de Los Angeles, tu oublies tout, puis ça devient pareil, une des plus belles journées de ta vie. Puis on est fiers, puis là, les photos, puis l'organisation, puis tout ça. Fait que ça
ça a quand même été un beau moment quand même. Mais je me souviens que tout le long, à chaque choix, tu sais, OK, puis là, tu penses, ouais, les autres, j'ai eu une bonne entrevue, ils m'ont dit oui, puis là, d'autres équipes, il n'y a aucune chance que ce soit eux autres. Fait que, tu sais, la journée, puis là, tu vois des noms, puis veux pas. Tu fais des trucs d'un peu comparaison. Là, on commence ça, lui, puis tout ça. Là, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis, fait que ça avait été quand même une longue journée, mais ça avait bien terminé. Sinon, justement, là, parlant du draft là, de la NHL, est-ce qu'il y a justement des entrevues qui t'avaient marqué ou des questions d'entrevue que tu te rappelles là, qui auraient été peut-être un peu inusitées ou je me souviens que je me souviens pas d'écoute, encore une fois, ça fait 20 ans, puis ma mémoire pour ces choses-là n'est pas super, mais je me souviens qu'avec Montréal, ça avait quand même été une longue entrevue. Je me disais dans les équipes à l'époque que je pensais peut-être être repêché, ça avait quand même été une longue entrevue avec les Canadiens. Puis, il me semble qu'il y avait aussi eu les Rangers de New York qui avaient eu de l'intérêt et tout ça. Fait que ça, c'était les 3 équipes que je me souviens que je m'attendais peut-être plus à sortir avec eux autres. Puis, mais finalement, c'est ça. Ça a été les Kings, puis ça a été bien correct comme ça. Tu as joué dans l'organisation des Kings, tu as fait des camps probablement là, avec les Kings également. Comment que ça s'est passé, là, peut-être les premiers pas dans le hockey professionnel? Les premiers camps, c'est sûr qu'à Los Angeles, quand même que c'était à l'autre bout du Québec, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de Québécois qui étaient là. Il y avait Luc Robitaille, Philippe Boucher, il y avait Éric Bélanger, qui d'autres. Il y avait aussi Marcel Cousineau qui faisait comme partie de l'organisation. Fait que, au camp d'entraînement, on est arrivé, puis il y avait Joe Roulier aussi, un autre Québécois qui était arrivé un peu dans les mêmes années que moi, qui était un peu une recrue. Fait qu'on avait vraiment une grosse gang de Québécois. Fait que, t'arrives là, puis les gars, quand ils sont là depuis une couple d'années, quand les dîners ou les soupers, souvent, ils t'amènent manger, ils prennent soin de toi. Il y avait Stéphane Fizet aussi qui était là. Fait que, les gars, ils étaient vraiment smart. Puis, c'est ce que je me souviens des premiers camps. T'arrives là, t'es comme un peu impressionné de tout ce qui se passe. Fait que d'avoir les gars comme ça qui Luc Robitaille, ça reste que c'était pas un petit joueur, c'était une légende, un Hall of Famer, fait qu'il était vraiment smart, Luc, en plus, fait que c'était le fun de parler avec ces gars-là, puis de vivre ça avec eux autres. Et moi, juste avant mon premier camp, j'avais eu la chance pendant l'été, j'avais été m'entraîner pendant 1 mois ou 1 mois et demi de temps à Los Angeles, fait que je m'entraînais déjà avec un peu comme les gars qui s'entraînaient là l'été, qui habitaient sur place, puis tout ça, fait que ça avait quand même été un été vraiment cool, tu passes de jouer junior, puis là, tu t'en vas t'entraîner pendant 1 mois l'été, tout ça. Fait que ça avait quand même été une super de belle expérience. Les Kings, c'était une organisation. À cette heure, je pense que toutes les organisations sont top of the line, mais c'est certain que les Kings, c'était vraiment quelque chose de particulier. Là. C'est pas le même bord de mer, Bécomo puis Los Angeles, hein? Un petit peu plus chaud. Le Pacifique, là, à cette hauteur-là, là, il est un peu plus chaud que la mer à Bécomo. Non, dans tes années à Los Angeles, tu as quand même eu la chance de jouer une saison complète dans la Ligue américaine, l'année du lockout en 2004-2005, qui est probablement l'année où la Ligue américaine a été le plus forte. Là, quand on regarde les joueurs, toi, dans ton équipe, tu avais notamment des Mike Camilleri, Dustin Brown, qui avaient joué toute l'année avec le club école. C'est quoi tu te rappelles de cette année-là en particulier? Est-ce que, justement, d'être comme le plus haut niveau de hockey en action en Amérique du Nord, est-ce que tu sentais que c'était différent, qu'il y avait peut-être plus de monde d'instant ou qu'il y avait plus de couverture ou que juste le jeu était plus relevé? C'est quoi que tu te rappelles de cette saison-là? Écoute, c'est sûr, comme tu dis, là, c'était une année, c'était pas comme le lockout de 2011-2012. C'était clair qu'il n'y aurait pas de saison cette année-là. Ça avait été comme annoncé au début de l'année que ça n'arriverait pas. Je ne me souviens pas pourquoi, mais c'était comme un impasse, puis c'était sûr qu'il n'y aurait pas de hockey. Fait que c'est là que Joël Bouchard avait parti la caravane McDonald's, puis c'était comme clair. Là, les gars, ils n'avaient
pas « et on va s'entraîner puis on va voir ». C'était clair que c'était pour être comme ça. Fait que moi, cette année-là, c'était la fin de mon contrat. Puis je m'étais vraiment entraîné fort cette année-là. Puis j'étais arrivé vraiment prêt au camp d'entraînement. Puis comme tu dis, la ligue était vraiment relevée. Puis écoute, je me suis blessé en janvier, mais quand je me suis blessé, j'étais premier scoreur de la ligue dans la Ligue américaine. Fait que c'est certain qu'avec tous les gars que tu nommes, que tu parlais, que le niveau de jeu était, c'est peut-être ma meilleure saison en carrière que j'ai eue cette année-là. Fait que ça a été dommage. Je me suis blessé au genou en janvier, puis j'ai pu rejouer de l'année. Puis je pense que j'avais fini pareil comme dans les 20 premiers scoreurs de la Ligue, avoir joué 39 matchs sur 80. Fait que ça avait quand même été une saison incroyable. Puis je pense qu'au match des étoiles, on était 5 de notre équipe qui avait été au match des étoiles dans la Ligue américaine. Je pense qu'il y avait Camilleri, Dustin Brown, Kostopoulos, Grebeshkov puis Garon qu'on avait fait le match des étoiles. Fait que quand même 5 joueurs, on avait une solide équipe cette année-là. Fait que c'était vraiment le fun. Puis pour moi, c'était un peu une année, les premières années de la Ligue américaine, ça avait été correct. Deuxième année, un petit peu mieux. Puis j'avais des attentes envers moi, puis l'organisation aussi un peu de dire quand est-ce que je vais toujours dans la Ligue nationale, que je suis un bon joueur junior. Puis là, enfin de pouvoir, comme être moi-même puis de performer à la hauteur de ce que j'aurais pensé, c'était vraiment le fun. Puis, écoute, des bad luck, ça arrive. Fait que ça avait été... la saison s'était terminée un peu plus tôt que je l'aurais aimé, mais ça avait quand même été une belle année. Puis, on avait une belle gang de gars aussi cette année-là. Fait que ça avait été cool. Puis, tu l'as dit, ton contrat a terminé cette année-là. Si on regarde un peu tes statistiques, tu as commencé l'année en Suisse, la saison d'après? Cette année-là, ça a été le Yannick Lehoux World Tour. Une succession de décisions. Il n'y a pas grand-chose que je regrette dans la vie, mais cette année-là, ça n'avait pas. Et ça a commencé par, comme, justement, des fois que tu prends une mauvaise décision, puis après ça, tout s'enchaîne, puis on dirait que tu t'en sors pas. Fait que cette année-là, après le lockout, il avait renégocié les ententes avec la Ligue américaine. Fait que là, les salaires avaient vraiment diminué dans la Ligue américaine, puis il y avait comme un cap pour la Ligue américaine. Puis moi, j'avais joué avec Pavel Rosa les 2 années avant le lockout. Et on était devenus bien chums. Puis lui, il jouait en Russie à ce moment-là. Puis Pavel, il m'avait dit, il m'avait comme eu un super de... C'était l'année avant, je pense que ça devienne la KHL. Fait que j'avais vraiment eu une grosse offre, un gros contrat de par la saison que j'avais eue. Fait que avec un peu la nouvelle entente, puis tout ça, les Kings, ils ne voulaient pas me garantir rien de vraiment un contrat, un one-way ou quoi que ce soit. Fait que j'avais décidé de prendre l'offre et d'aller en Russie. Puis quand je suis allé en Russie, à 23 ans, je n'étais pas tout à fait prêt pour ce que la Russie était à ce moment-là. Les 2 trainings par jour avec des méthodes d'entraînement un peu douteuses, puis tout ça. Fait que j'avais comme fait mon camp là, du mois de juillet. Un peu. Hein? C'est-du militaire un peu? Oui, c'est ça, exact. C'était archaïque un peu. Là. En tout cas, ça a sûrement amélioré, mais à l'époque, c'était pas terrible. Fait que on dirait que mentalement, je devais pas être prêt pour ça. Puis entre-temps, j'avais eu une offre pour Genève Servette. Fait que j'étais comme je m'en vais, je suis pas bien ici. Fait que là, dans le fond, j'avais pas joué officiellement avec le Dynamo de Moscou cette année-là. J'avais été au camp et tout ça, mais avant que la saison commence, j'étais parti. Puis j'étais allé à Genève. J'ai eu un super de bon début de saison. Je pense que j'étais peut-être le premier scoreur de l'équipe à ce moment-là. Puis il y avait eu des joueurs qui avaient signé, dont Jason Krog à l'époque, puis un autre gars qui avait des ententes aussi. Puis là, on se trouvait avec trop d'étrangers. Puis là, ils m'ont dit, ouais, là, faut comme t'échanger. Puis là, ils m'avaient envoyé à Basel. Puis là, ça faisait déjà ma 3e équipe en 6 semaines. Là, j'étais là, je suis écœuré, ça va pas pantoute. Fait que j'avais décidé, après quelques temps à Basel, de contacter les Kings, puis de re-signer, puis de m'en revenir comme en Amérique du Nord. Fait que là, ça faisait 3 équipes entre guillemets, que je faisais. Là, j'avais signé avec les Kings, puis ils m'avaient dit, on va t'envoyer à Manchester dans les mineurs. Fait que là, je prends l'avion en pensant que je m'en vais à Manchester. Là, j'arrive à l'aéroport de Montréal, puis mes parents sont là, puis ma mère, elle m'attend avec un chandail des Coyotes de Phoenix, parce que dans l'avion, dans le fond, il fallait que je sois soumis au balotage. Fait que dans l'avion, en m'en revenant,
comme ils m'avaient mis au balotage, puis dans le fond, j'avais été réclamé au balotage par les Coyotes. Puis quand ils font ça, ben, automatiquement, tu t'en vas dans la Ligue nationale, tu t'en vas pas dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, changement un peu de plan. Tu penses t'en aller dans la Ligue américaine, puis là, tu t'en vas comme à Phoenix, jouer ta première game à vie dans la Ligue nationale. Fait que c'était quand même quelque chose. Puis là, ben, je suis arrivé le matin tôt, je me couche un peu. Là, je prenais l'avion le soir pour m'en aller au Minnesota. Puis là, ben, arrive là, le lendemain matin, là, je jouais mon premier match, puis tout ça. Puis là, après ça, ben, j'ai joué 2 semaines là. Ils m'ont envoyé dans les mineurs en conditioning parce qu'il y avait un autre gars qui était là, qu'il fallait qu'il monte. Puis là, finalement, ils ont décidé de me laisser dans les mineurs. Il fallait que je repasse au balotage encore une fois. Fait que là, les Kings m'avaient ramassé encore une fois. Là, j'avais pas joué à Manchester. Puis là, au deadline, les Coyotes, ils voulaient vraiment m'avoir. Fait qu'ils avaient tradé pour venir me chercher. Fait que j'étais retourné à San Antonio. J'avais fait 7 clubs cette année-là. Quand je vous dis qu'il y a une mauvaise décision, des fois, là, il y a une histoire sans fin, là, ça avait été incroyable. Ça n'avait pas de bon sens cette année-là. J'avais tellement hâte qu'elle finisse. mais tu as quand même joué tes premiers matchs, là, tes matchs dans la Ligue nationale cette année-là. J'allais te demander, finalement, c'était une bonne nouvelle d'avoir fait autant de clubs ou... Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est certain que comme il y a des gars qui jouent 20 ans pro et qui ne font pas 7 équipes. Moi, je n'ai fait 7 en une année. Fait que, c'est certain que c'est pas quelque chose que je recommanderais à part si tu as besoin d'accumuler des air miles. Là. C'est du monde qui va commencer à t'appeler Suitcase Lou. C'est ça, exact. Fait que, après ça, je suis content d'avoir eu un peu de stabilité, mais disons que cette année-là, là, j'avais hâte que ça finisse, mais ça reste que c'est quand même l'année où j'ai joué ma première game dans la Ligue nationale. Fait que ça reste que c'est quand même une belle année. Puis, looking back, ça a été une année difficile. Là. Je me souviens, comme la fois que je suis retourné à Manchester, j'avais eu un bon départ au début. Puis, à un moment donné, c'est comme si la chaîne a débarqué. Là, d'après moi, en rétrospect, j'ai comme sûrement fait un peu une dépression ou de quoi, de tout ça. Là, j'étais brûlé raide. Puis, pendant comme un genre de 2 semaines, j'avais comme demandé, je dis là, je peux plus jouer, là, comme, oublie ça, je reste chez nous, puis il n'y a plus rien à faire, là. Fait que, après ça, ben, suite à ça, il m'avait échangé, puis tout ça, mais tu sais, c'est une année que, tu sais, à chaque fois que tu débarques de l'avion, l'équipe ou ce qu'ils viennent d'aller te chercher, ils disent pas, prends ton temps, habitue-toi, puis on va voir comment ça va aller, il faut que tu performes, fait que, tu sais, c'est quand même, c'était une année assez intense, puis tu sais, beaucoup de chamboulement, d'émotions, puis je m'en vais en Russie, je suis plus en Russie, j'aime ça, j'aime pas ça, je m'en vais là-bas, je joue dans la Ligue nationale, là, tu te fais scène des downs, tu retournes, tu sais, comme tout c'était trop plein de mood swing, là, ça avait été une année tough. Tu as dû avoir une petite pensée pour Raphaël Lavoie au début de la saison, là, lui qui se faisait réclamer par les Golden Knights et les Oilers à chaque 2 jours pendant comme 2 semaines de temps. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est dans le même pays, fait que ça, c'est moins pire un peu, puis c'est toujours pour la Ligue nationale, fait que c'est pas trop pire dans ce temps-là. Ouais. Sinon, ben, dans cette année-là, tu as quand même joué tes premiers matchs dans la Ligue nationale. Tu as compté ton premier but dans la Ligue nationale devant Wayne Gretzky. Je pense que c'était à ton premier shift en plus. C'est une histoire que tu as dû raconter 1000 fois dans ta vie, mais si tu peux nous faire un petit résumé, oui. parce que c'est quand même assez il n'y a pas de problème. Ça me fait toujours plaisir de la raconter. Dans le fond, là, vous avez eu le Yannick Lehoux World Tour, mais si on pose au moment où j'arrive à Phoenix, ben au Minnesota, le lendemain matin. D'habitude, au camp d'entraînement, tu rencontres le monde un petit peu, fait que tu viens qu'à connaître les gens. Fait que quand tu te fais rappeler, tu as une idée de qui est qui dans l'équipe. Là, moi, j'arrive là, je connaissais personne. À part que Wayne Gretzky, c'était le coach. Fait que là, le lendemain matin, je me souviens, j'avais eu un appel du directeur gérant qui m'avait dit « OK, soit au déjeuner, mettons, à 9h ou je sais pas trop. » là. Fait que là, tu descends en bas, là, j'étais le premier d'arriver, puis là, tu checkes des gars, puis là, t'es comme, OK, ouais, lui, je pense que c'est Shane Doan. Là, personne te parle trop, puis là, un moment donné, le beau Wayne, il s'en vient, puis il vient comme se présenter, puis il me dit Hi, I'm Wayne Gretzky, tu sais. Fait que là, j'avais un peu envie de dire Cailleul, je sais t'es qui. Fait que c'est ça. Fait que là, fait le morning skate avec les gars, puis là, ben, c'est certain, là, la sieste d'après-midi, j'avais pas dormi ben, j'étais pas mal excité de tout ça. Puis c'est ça, la game commence, j'étais comme sur la 2e ligne.
Puis en embarquant sa glace, je reçois la rondelle, je rentre dans la zone, je lance score. Fait que ça a pris 7 secondes, puis j'avais scoré mon premier but à mon premier lancer dans la Ligue nationale. C'était quand même quelque chose de particulier. Puis le highlight de tout ça, c'est surtout quand je suis revenu au banc, puis que Wayne Gretzky m'avait dit « Good job, le kid. Même moi, j'ai pas fait ça aussi rapide que ça. » Fait que ça avait quand même été cool de pouvoir dire que j'ai scoré mon premier but plus vite que Wayne. Après ça, il y en a pas mal d'autres records qu'il y a que moi, j'ai pas. Mais moi, celui-là, au moins... Ben, c'est peut-être, en tout cas, en termes de... Dans l'histoire de la NHL, si c'est pas le record, ça doit être proche. Là. Ouais, c'est dans les plus vite. C'est que dans le fond, le record est calculé à partir du début de la game. Tu sais, à cette heure, il y a les chiffres, mais à l'époque, fait que le record est comme moi, j'ai scoré, je sais pas, à 37 secondes. Fait qu'il y a du monde qui ont scoré à 12 ou 20 ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que ça reste que c'est dans les buts les plus rapides, mais c'est pas le plus rapide parce que c'est ça, j'étais pas sur le starting line-up officiellement. Ça, une histoire comme ça à Montréal, ça aurait probablement fait les nouvelles pendant une semaine de temps là, dans les réseaux sportifs. À Phoenix, est-ce que tu as quand même eu des reporters à ton locker après la game? Ben oui, un peu comme Good Job et tout ça, mais c'est certain que en plus, on était sur la route au Minnesota, fait que le media coverage n'était même pas à la maison ou quoi que ce soit. Fait que, écoute, c'est pas très grave. Là. C'était à ce moment-là, tu as en tête, bon, c'est le premier de plusieurs, tu sais, fait que finalement, c'est le premier de 2. Puis sinon, Wayne Gretzky, t'es comment comme coach? Tu as eu beaucoup de coachs dans ta carrière. Est-ce que ça n'a pas duré longtemps? Là? Wayne, malheureusement, c'est ça que je dis souvent, c'était le plus décevant de tous les coachs que j'ai eus. Il n'était pas très impliqué. Il laissait beaucoup la place à l'année que je suis arrivé, en tout cas, là, il laissait beaucoup la place à ses entraîneurs comme Barry Smith, qui était assistant coach à ce moment-là. Fait que, moi, le souvenir que j'ai de Wayne, c'est que des fois, il est assis sur le banc pendant une pratique, puis il n'est pas trop impliqué. Puis oui, pendant la game, il venait parler un petit peu, puis 2-3 command boys ou whatever, mais que tu sentais que c'était pas lui le coach en chef, vraiment. Il était plus là parce que c'était Wayne Gretzky, dans le fond. Fait que c'était un peu décevant de voir comme ton idole de jeunesse, tu sais, que tu t'attends peut-être à ce qu'il soit aussi bon, aussi magique comme coach qui était. Tu sais, je pense que c'était sa première année. Fait que je pense que l'année d'après, ça s'est amélioré. Il avait été là 2-3 ans ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, évidemment, il y a eu une amélioration, mais moi, quand j'étais là en novembre, là, c'était pas. L'année d'après aussi, là, il n'était pas très impliqué, Wayne. Je pense que justement, un de tes anciens coéquipiers du Dracor qui a été aussi dans l'organisation des Coyotes, Joël Perreault, a eu aussi Wayne Gretzky. Puis je pense qu'il avait déjà dit quand même que c'était un entraîneur qui avait donné beaucoup confiance. Puis oui, les Joël, l'organisation, il l'aimait beaucoup, puis il avait quand même donné une bonne chance à Joe, puis Wayne, des fois, c'est juste une question de timing, la place que quand tu arrives, puis tout ça, mais c'est vrai que je pense que Joël, il a eu une meilleure expérience avec Wayne que moi, je l'ai eu, là, pour différentes raisons. Mais moi, c'était surtout le manque d'implication. J'aurais voulu qu'ils viennent te voir, qu'ils te parlent, t'arrives, hey, good job, kid, on va faire ça, comme un peu, comme essayer d'aider ou de parler. Puis écoute, ça n'a pas été ça, mais écoute, c'est pas. Je me souviens qu'il y a un qui a aidé aussi, c'était Keith Yandel. Keith Yandel, à l'époque, il jouait avec un hockey qui était plus haut que lui. Il jouait avec tellement un long bâton, là. L'année d'après, il l'avait rappelé. Puis, il croyait en lui, puis tout ça. Puis, une couple de fois, la Ligue nationale, c'est pas la Ligue américaine, là, c'est plus vite. Puis, Wayne, il avait dit, si tu coupes pas ton bâton, je t'en renvoie, puis je te rappelle plus jamais. Fait qu'il avait fait couper son bâton de genre 1 pied, là, pour mettre à cette hauteur-là. Mais, tu sais, comme je sais pas si tu as déjà coupé ça sur ton bâton, là, ça fait une grosse différence. Là. Lui, il avait fait couper de 1 pied son bâton. Ben, écoute,
ce jour-là, il n'est plus jamais redescendu dans la Ligue américaine de sa vie, puis il a eu la carrière qu'il a eue. Fait que c'est certain que Wayne, il a eu des bons conseils pour d'autres mondes. T'aurais dû couper ton bâton, finalement. Oui, c'est ça, exact. Il en a joué des matchs de suite, Keith Yandel. C'est ça, exact. C'est quasiment... C'est peut-être à partir de là qu'il n'a plus jamais été blessé ou joué, tu sais. Fait que, ouais. Sinon, parlant de la Ligue nationale, c'est comme je dis en entrée de jeu, c'est rare du podcast, c'est rare qu'on a la chance de s'entretenir avec des joueurs qui ont touché à la Ligue nationale, là, qui évoluent dans la Ligue nord-américaine. Est-ce que tu aurais eu on peut appeler ça comme en anglais, un welcome to the NHL moment, un bienvenue dans la Ligue, un moment où peut-être tu avais la tête un peu trop basse, tu as mangé une série de mise en échec, où il y a un joueur qui t'a juste passé à côté, que tu ne savais plus où d'aller. À ma deuxième année, on avait joué, puis j'avais joué contre, il me semble que c'était à Vancouver, puis il y avait Brad May qui jouait là, à ce moment-là avec les Canucks. Puis un jeu, écoute, je m'en souviens parce que l'année d'après, ça a été le vidéo qui montrait dans le début d'année, parce que dans le début d'année, quand ils changent des règlements, il y a des vidéos à faire et à pas faire. Puis moi, j'avais fait le à faire, tu sais. Fait que moi, je m'étais fait ramasser par Brad May, mais semblait-il que c'était clean, tu sais. Fait que j'avais été le hit à faire en center ice. Puis en rétrospect, j'ai probablement fait une commotion, mais tu sais, t'es jeune, tu veux pas t'en aller nulle part, fait que tu dis pas un mot, mais comme j'ai eu pas mal à la tête pendant une couple de jours, fait que d'après moi, j'avais eu une petite commotion, mais c'est ça, genre on avait continué de jouer avec ça, mais ça a été un moment que t'es comme, ouais, ça c'est, OK, faut que je garde ma tête haute, puis fait que ça a été une fois. Puis aussi, j'avais joué un match à l'époque, puis contre... voyons comment il s'appelle, le défenseur. Il a joué avec les Flames longtemps. C'était un défenseur vraiment robuste. Là. Il a été capitaine. J'oublie son nom. Non? Giordano. Pas si vieux que ça, quand même. Giordano. Ça va me revenir, mais bref, lui, je me souviens, dans le coin avec ce gars-là, c'est un gars physique puis tout ça. Tu te rends compte que tu n'es plus dans la Ligue américaine quand tu joues avec ces gars-là, puis que tu as ce niveau physique-là avec la rapidité, puis tout ça, c'est vraiment un autre niveau. Oui. J'imagine. Puis sinon, un autre. C'est Robin Regeer, ça se peut-tu? Non. Ça va me. Corey Sarich, ça va me. On va l'avoir. Continue ta question, je vais fouiller pendant ce temps-là. Je vais garder éveillé, mais en tout cas. Sinon, l'autre chose que je vais te demander, te raconter à peu près 1000 fois ton premier but, mais tu en as marqué un deuxième, tu en as marqué un autre. Fait que ton deuxième, là, j'ai regardé, j'étais même amusé de checker les box scores. C'est arrivé à Edmonton dans un match assez physique. Là. Ton but est arrivé juste après qu'il y ait comme deux batailles back-à-back. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je me souvenais pas des batailles, mais j'ai marqué mes 2 buts contre Dwayne Roloson. Fait que je devais avoir son numéro. J'ai eu contre Minnesota, puis l'année d'après, il était rendu à Edmonton, puis j'avais scoré contre lui encore. Mais ça avait été un beau moment, ce match-là à Edmonton. C'était la game qui avait retiré le chandail de Marc Messier. Fait que ça avait été vraiment cool de pouvoir juste être là. Tu ne fais pas partie de ça, mais tu es quand même sa glace. Puis Wayne, c'est ton coach. Il a joué avec Marc Messier puis tout ça. Là, fait que c'était quand même un cool moment à être présent, d'être sur place puis d'être là. Fait que ça avait été fun. Mais non, je ne me souvenais pas des bagarres. Je n'ai plus vu dans la Ligue nord-américaine que dans la Ligue nationale. Ouais. Ouais, tu as quand même joué un peu, quoi qu'il y en a pas mal moins qu'avant. Pour moi, tu n'as plus vu dans la Ligue junior majeure. Oui, définitivement. Mais les premières années, à 9 ans, là, à Thetford, avec Joël Thériault, je te confirme qu'il y en avait une coupe de bagarres cette année-là avec le beau Joël. Ouais, j'avoue. Sinon, ensuite de ça,
si on essaie de parler des moments plus plaisants aussi, tu as parlé que tu as joué à Vancouver, tu as joué à Edmonton, tu as eu la chance de faire un vrai road trip de Ligue nationale, là, le fameux road trip de l'Ouest canadien. Ouais. Y a-tu un moment où tu te rappelles là, d'avoir la chance de voyager avec l'équipe et d'avoir un peu la routine de la Ligue nationale là, sur. Voilà. Un souper de recrues, peut-être. Ouais, ben j'ai eu des soupers de recrues dans la Ligue américaine, mais pas dans la Ligue nationale. Le timing a fait que je n'étais pas là en même temps. Mais une chose, tu sais, oui, là, tout ce qu'on connaît, là, c'est le fun, l'avion, les matins, tout ça, c'est le fun. Mais la game qu'on a jouée à Edmonton, il y avait une tempête de neige. Fait que ce soir-là, le vol, il nous attendait pour partir, tu sais, comme après le match, puis tout ça. Puis finalement, ou peut-être une affaire avec l'avion, je ne me souviens pas trop, mais bref, on ne peut pas. Puis là, ben, on est quand même une grosse. On n'est pas 5 gars, là, quand toute l'équipe, plus le staff, plus tout le monde, c'est quand même un gros vol nolisé qu'il faut que tu places dans une chambre d'hôtel. Fait que finalement, la seule hôtel qu'il avait trouvé, c'était, je pense que c'était au West Edmonton Mall. Puis c'était toutes dans une partie de l'hôtel avec toutes des chambres genre thématiques, comme exemple Flash McQueen. Puis là, c'est tous des trucs genre de même, là, comme vraiment pas rapport avec des décors pour enfants, puis tout ça. Fait que ça avait vraiment été drôle, là. Ronick, il voulait absolument avoir la chambre, je pense, de Woody ou quelque chose, la chambre de cowboy, là. Fait qu'il voulait absolument... Il y avait une glissade ou je sais pas quoi. Fait que ça avait quand même été vraiment drôle de se ramasser toute une équipe de la Ligue nationale dans le plus kids friendly hôtel de Edmonton au West Edmonton Mall. Fait que ça avait quand même été... on n'est pas dans le Fairmount, puis on n'est pas dans les Westin, là. On est vraiment là dans un autre genre d'hôtel. Fait que ça avait été... c'est surtout ça qui m'a marqué de mon voyage dans l'Ouest avec les Coyotes, c'est d'avoir couché dans une chambre pour enfants. Jeremy Roenick, est-ce qu'il était aussi volubile dans le vestiaire qu'en entrevue? Ouais, Jeremy Roenick, il y en a un JR, puis c'est lui qu'on voit, qu'on a vu partout tout le temps. Puis c'est un gars, dans les joueurs, là, lui, il jouait un peu le rôle avec moi que j'aurais aimé que Wayne il joue. Il était vraiment smart avec moi, Roenick. Puis conseil, tout ça, là, il était vraiment gentil, mais c'est un gars aussi qui aime le party un peu, là, fait que c'était pas un gars que tu veux suivre l'exemple ben. Là. Après les pratiques, il était pas mal le premier parti pour aller jouer au golf, puis il était pas très sérieux à ce moment-là de sa carrière. Là. Ça n'a pas été, je pense qu'il y a eu des problèmes aussi là, avec l'alcool, ces choses-là là, au fil des années. Là, fait que ça s'est replacé en fin de carrière, mais dans ces années-là, à Phoenix, là, il était vraiment sympathique, mais c'était pas le gars de qui tu veux suivre l'exemple. C'était pas Sidney Crosby là, dans ses années. Ben, je sais qu'à San Jose, il avait fait l'émission Scare Tactic avec Torrey Mitchell, là, qui était rentré dans un bar puis que c'était comme des faux vampires. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il vous a fait faire des trucs dans même aussi de votre côté? Ou, non, mais ça, je pense que c'était après. Je pense que j'ai joué avec avant San Jose, à moins que je me trompe, là, mais je pense que c'était après qu'il avait été à San Jose. Ben, peut-être que je me trompe aussi, là, mais non, on n'a pas eu de scare tactics avec JR. Si on regarde un petit peu ta carrière professionnelle par la suite, t'es retourné en Russie finalement. Une fois, c'était passé. Il fallait que j'y retourne. Il fallait que je combatte mes démons. Tu as quand même été également en Suède, en Allemagne, tu es revenu dans la Ligue américaine aussi. À ce moment-là, c'était quoi un peu ton thinking? Là, tu voulais-tu voyager, te promener, essayer, ou c'était peut-être pour le salaire? Ben, un mélange de tout ça. Là, je pense qu'au fil des années, tu as des ligues dans lesquelles tu veux jouer. Puis, mon but... ça a toujours été pareil d'essayer de revenir dans la Ligue nationale. Fait que, à chaque année, je me dis, OK, je vais avoir une bonne saison. Si je peux être dans les premiers scoreurs de la Ligue ici, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis tout ça. Fait que, c'était toujours ça mon mindset. Puis il y a des ligues comme en Suisse, c'est pas mal la Ligue. La Russie, c'est peut-être la deuxième meilleure ligue au monde, mais une des bonnes ligues à jouer puis qui est le fun à jouer, c'est vraiment la Suisse. Fait que c'était comme un objectif pour moi de jouer en Suisse. Puis
Tu sais, des fois, tu parles avec tes agents puis tout ça, puis là, ben, peut-être d'aller jouer en Suède une année, ça va être bon pour toi parce que c'est une ligue qui est tough à jouer, c'est bien vu, puis ça va peut-être ouvrir des portes, puis c'est ce qui est arrivé aussi. Fait que j'avais joué à Södertälje en Suède, puis suite à ça, j'avais eu un offre justement en Suisse. Fait que là, ben, j'étais allé là-bas. Fait que c'était un peu, c'est toujours d'essayer de voir comme dans ton avancement de carrière, qu'est-ce qui est le mieux, c'est quoi le meilleur next step. Il y a des ligues, des fois, avec l'expérience que tu sais, exemple, d'aller jouer en Norvège, ben, c'est peut-être mieux que d'aller jouer en Italie, exemple. Là, je dis n'importe quoi, parce que la ligue est mieux vue, c'est un peu plus fort, plus structuré. Fait que même si tu as moins de points dans cette ligue-là, ben, c'est mieux vu par la communauté européenne, les joueurs de cette ligue-là. Fait que des fois, c'est juste avec les contacts et les conseils que tu te fais donner par des agents ou des amis qui ont joué ou qui ont eu des expériences que tu dis, OK, ben, je vais aller là-bas, je vais avoir une bonne année, puis ça va m'ouvrir des portes, puis tout ça. Fait que c'était un peu comme ça. Je me suis jamais dit, je veux voyager. Là. Ça a fait que, oui, j'ai voyagé. Il y en a qui veulent faire ça aussi, peut-être, avant de revenir au Québec. Ben oui, exact. Il y en a, peut-être des fois plus en fin de carrière, mais moi, ça n'a jamais été ça, mon objectif. Ça a toujours été de performer, puis d'avancer, puis de jouer d'être une meilleure ligue, meilleur contrat, puis toujours avec en tête de me dire, peut-être que je serais capable de revenir dans la Ligue nationale, puis tout ça, ça reste que c'était comme le rêve, fait que toutes les décisions que je prenais, c'était un peu dans cette direction-là quand même. 2015-2016, tu es revenu au Québec, tu as porté pour la première fois un uniforme d'une équipe de la LNAH. Donc, si tu peux nous parler peut-être un peu, là, c'était quoi à ce moment-là? Ben oui, à ce moment-là, c'était, dans le fond, moi, c'est à cause de Bobby Barry que j'avais joué à Tedford. Bobby m'avait coaché junior, fait que quand il m'avait parlé, viens essayer, tu vas voir. Moi, mon meilleur ami, c'est Marco Charpentier. Fait que Marco, il avait joué dans la Ligue. Là, c'est quand même le deuxième meilleur de la Ligue. C'est quand même une légende. Fait que je l'avais vu jouer plusieurs reprises. Puis je voyais les années que Marco il a joué, ça jouait rough. Puis c'était vraiment pas facile de ces années-là. Fait que Bobby m'a dit non, tu vas voir, c'est mieux, ça l'a changé, puis tout ça. Fait que, ben oui, fait que là, il m'avait convaincu. Fait que à mon premier, je pense que c'était mes 2 premiers matchs. Mon premier match, Bobby me dit ça l'a changé. Puis là, on embarque, premier face-off, les 5 gars sur la glace se battent. Fait que le batteur général en partant à ma première game. Fait que là, je me disais, ouais, Bobby, ça l'a vraiment changé. Hein, la ligue, c'est toujours ça qui arrive en plus à chaque fois. Ouais, c'est jinxé. C'est ça. Puis la deuxième game, on avait été joué à Laval. Puis on avait à ce moment-là Bruno Saint-Jacques qui jouait là. Puis moi, Bruno, j'avais joué avec lui à Bécomo. Puis on avait joué contre en Allemagne. Puis tout ça. Fait qu'on avait toujours resté chum, moi et Bruno. Mais ça faisait quand même quelques années qu'on ne s'était pas vus. Fait que je m'étire sur la ligne rouge, puis là, je jase un petit peu avec Bruno, puis là, ben, je le regarde comme ça, puis là, à un moment donné, je reçois un esti de coup de hockey sur la tête, puis je me vire de bord, puis c'est Joël Thériault qui est dans mon club. Joël, il me dit « Arrête d'y parler, lui, je vais le manger à soir, à la tête, tu y parleras après la game, puis tout ça. » Fait que premier match, bataille générale à mon premier chiffre. Puis deuxième match, je me fais slasher sa tête par un joueur dans mon équipe, dans le warm-up. Fait que ça avait comme été mon baptême de la Ligue nord-américaine. Je disais, il me semble que ça brasse pas mal, autant pour que contre moi. Fait que après ça s'est calmé un peu. Il y a eu moins d'histoires comme ça, mais mes 2 premières games, là, je m'en souviens. Ça a dû se calmer parce que je me rappelle t'avoir vu piquer les petites jasettes avec Marco Charpentier à Sorel pendant le warm-up. Oui, c'est ça. Ça, c'était la 2e année, je pense. OK, Thériault n'était plus là. C'est ça, exact. Oui, dis-moi, il n'était pas là, cette game-là. J'ai eu ma leçon quand Joël était dans le line-up. Là, tu ne parles pas à personne. 2016, ça a été également une grosse année. Tu as vu ton chandail retiré là, à Bécomo. J'ai même une petite photo là, de cérémonie. Yes. Donc,
c'est drôle, sur la photo, on voit Steve qui est là, qui est aussi maintenant, qui est rendu à droite. Là. Il fait partie des propriétaires ou du membre du CA là, de l'équipe. Fait qu'on on se retrouve quelques années plus tard, encore une fois, avec le national. Fait que, mais non, ça a été un super beau moment. Tu sais, c'est des fois tu joues, puis tu scores des buts, puis la foule, tu sais, d'avoir ce feeling-là, c'est le fun quand que tu te fais encourager ou les gens écrivent ton nom, puis tout ça. Mais une chose que je pense qu'il n'y a pas de joueur de hockey, c'est pas une reconnaissance qu'on s'imagine ou qu'on rêve de dire « Ah, un jour, mon chandail va être retiré. » Tu sais, on pense « Ah, je veux gagner une Coupe Stanley, je veux jouer dans la Ligue nationale, je veux ci, je veux ça. » Mais d'avoir cette reconnaissance-là, c'est vraiment particulier parce que c'est que tu as eu une belle carrière, tu as laissé aussi bonne impression, autant sur qu'en dehors de la glace aussi, puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécial qu'il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer ça, mais quand ça arrive de voir ton chandail en haut, c'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier que personne ne peut t'enlever, puis que c'était une belle journée. Je crois que tu habites plus à Québec, mais est-ce que tu peux dire que Baie-Comeau, c'est comme ta deuxième maison maintenant? Ben oui, puis je vais quand même souvent à Baie-Comeau pour le travail aussi, fait que je retourne à Baie-Comeau. L'année passée, quand il y avait eu le run d'un playoff, j'avais été quand même à chaque ronde, j'avais été au moins voir une game là-bas à Baie-Comeau aussi, puis tout ça, fait que je vais toujours rester comme tu dis, ma deuxième maison, ça va toujours rester Baie-Comeau, puis on souhaite que le Drakkar finisse par gagner un championnat à un moment donné. J'ai des petites photos, justement. Tu as été beaucoup impliqué là, avec l'équipe, mais dans les activités de l'équipe également. Donc, on peut voir ici, justement, avec Marco Charpentier. Je pense ici à une petite ronde de golf là, avec tous les anciens Drakkar. On peut voir François Bouchard là, qui a également joué dans la Ligue, Marco Charpentier, Joël Perrault à gauche. Yes. Puis également au repêchage, tu as déjà été au repêchage. Oui, au repêchage à Shawi. Je ne me souviens pas en quelle année. Il m'avait demandé de venir faire un petit tour là-bas. Fait que, avec l'organisation, moi, ça me fait toujours plaisir de participer puis d'aider. C'est certain que de le faire dans le day-to-day à Baie-Comeau, ben écoute, c'est certain que si c'était mon travail, c'est une chose, mais comme d'aller là-bas, on a d'autres choses, d'autres occupations. Fait que c'est pas tout le temps évident de descendre à Baie-Comeau, mais quand j'ai l'occasion de le faire puis de participer, ça me fait toujours plaisir. Puis aussi que ce soit par rapport un peu avec le rôle d'ambassadeur si les jeunes ont des questions ou quoi que ce soit, je vais toujours être disponible pour l'organisation, c'est certain. Bien. Puis, parlant d'un de tes anciens coéquipiers de Baie-Comeau qui t'a suivi un peu toute ta vie, Marco Charpentier, dans le fond, me raconter une petite histoire un peu là, pour parler un peu de votre amitié à Baie-Comeau puis des bonnes saisons que vous aviez eues. Je vais juste raconter un peu comment il m'a écrit parce que je trouve que c'était quand même bien écrit. Marco qui dit moi, Yannick, on était des bons amis sur la glace, en dehors de la glace. On avait vraiment une bonne complicité, puis on avait des bonnes statistiques sur la glace. Mais il dit, on a toujours eu un bon esprit compétitif entre les deux, puis c'est quand même très simple. Puis il dit, il y a une année, vous êtes arrivés les deux à 49 buts en même temps. À Québec. Oui, donc le match était à Québec. Puis il dit, contre les Remparts, justement, à la fin de la game, il retire le gardien. Puis là, Richard Martel, qui était le coach, il vous envoie tous les deux sur la glace. Fait que la mise en jeu est dans votre zone. Mm-hmm. Là, tu as gagné la mise en jeu, puis là, c'était le jeu de l'envoyer derrière au défenseur. Puis là, les deux, vous partiez pour la longue passe. Là, c'est toi qui as reçu la passe, puis tu es parti en échappée. Puis rendu à la ligne bleue, tu t'es fait rattraper par le défenseur, tu t'avais fait faucher. Puis là, c'était Marco qui avait repris la rondelle, qui avait marqué son 50e avant toi. Ouais. Fait que ça, c'était comme la grosse affaire. Puis il me dit en rien, il dit comme Yann, il est très compétitif,
Il dit, j'étais le premier à atteindre 50 buts, mais à la fin de la saison, j'avais fini avec 57. Yannick avait fini avec 67 buts. C'est ça. C'est ça qui t'avait piqué. Ouais, ben, j'ai eu une bonne fin de saison, mais c'est drôle, tu sais, Marco, il a dit, on s'est parlé dernièrement, puis il m'a un peu dit ça, là, il a rappelé que j'avais fini avec 67, fait que ça devait être dans la même journée qu'il t'a écrit, qui m'a rappelé ce souvenir-là aussi. Fait que, mais tu sais, parce que ce qui était drôle aussi, c'est que là, il y avait eu ça, puis quand j'ai pas scoré, ça a dû m'affecter parce que je pense que j'avais été 4-5 games en plus après à pas scorer, puis là, hey, je vais-tu l'avoir, mon 50e, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que c'était au mois de mars que j'avais eu, au mois de mars, je pense que j'avais eu joueur du mois ou quelque chose, j'avais scoré sans arrêt début. En mars, ça rentrait de tout bord, de tout côté, fait que c'était là que je m'étais mis en marche, mais tu sais, j'ai jamais été fâché contre Marco, puis tu sais, oui, côté compétitif ou quoi que ce soit, mais jamais tu sais, que c'était négatif, là. C'était juste comme on veut être le premier, on veut être premier buteur, puis Marco aussi, mais tu sais, ça l'a jamais affecté les décisions ou tu sais, comment on jouait ou quoi que ce soit. C'était plus comme je vais te montrer que c'est moi le meilleur, non? Fait que c'était plus ça. Là. Fait que non, ça a été vraiment des belles années puis des beaux souvenirs qu'on a eu là-bas. Donc, là, en ce moment, tu es dans la chaise d'invité, mais tu animes également un podcast. J'ai même une petite image ici. Tu as reçu Denis Coderre dernièrement, qui est même venu au match du National là, samedi. Oui, j'ai parti ça à l'automne passé. Ça faisait longtemps que j'écoute beaucoup de podcasts, j'aime ça. Puis j'avais envie d'avoir un podcast qui traite de plusieurs sujets. Il y a pas. Tu peux nous dire peut-être le titre, là, s'il y a des gens ça qui veulent... Nuanceur, dans le fond, un peu. L'idée derrière le podcast, c'était un peu, des fois, je trouve que c'est difficile d'avoir d'informations objectives, puis sur n'importe quel sujet. Fait que de juste avoir des invités qui parlent pour ou contre tel sujet, mais de s'informer, puis d'essayer de comprendre, puis de se faire une tête sur c'est ça, trouver la nuance un peu. Souvent, on vit dans un monde qui est très polarisé, fait que d'avoir un peu de nuance là, dans les propos, dans des idées, puis tout ça. Fait que c'était un peu l'idée du podcast. Fait que j'ai parti ça là. J'ai 10 ou 11 épisodes de sortie, puis là, avec mon retour au jeu, à un moment donné, il faut choisir où mettre l'énergie. Fait que là, je n'ai fait un petit peu moins dernièrement, mais là, maintenant que les choses se placent un petit peu, là, j'ai l'intention de recommencer ça en mars. Mais jusqu'à date, c'est ça, là, j'ai eu Denis Coderre puis Charles Milliard qui se lancent, sont les deux pour la chefferie du PLQ, mais j'ai aussi eu PC Labrie qui est venu, on a parlé de hockey. J'ai eu Sylvain Guimond, le psychologue sportif aussi, qui était là, Marc-André Leclerc, qui a écrit un livre là, sur le hockey mis en échec. Fait que je touche au sujet. Dans le fond, ce que je dis souvent aussi, c'est que il y a plein de sujets que je voudrais aborder. Puis, exemple, Denis Coderre, si je l'avais juste appelé, je dirais « Salut Denis, j'aimerais ça prendre un café avec toi », il m'aurait sûrement dit « Ben écoute, pas vraiment, tu sais. Mais comme hey, j'ai un podcast, on peut-tu parler? Ben oui, tu sais, comme il y a comme une raison, puis il y a comme un but derrière la conversation. Fait que pour moi, je le fais à la base pour moi, pour comme jaser, puis je suis un gars curieux, fait que je le fais pour mes intérêts personnels en premier, puis des sujets qui m'intéressent, puis fait que c'est ça, fait que c'est ma façon de découvrir, puis de peut-être essayer de discuter, puis d'amener des sujets, comme j'ai eu une ferme, on a parlé avec une ferme ici dans le coin de Québec qui font de l'élevage de bœuf à l'herbe. La ferme à l'herbe. Oui, exact. Puis, ils parlent que la façon de faire le bœuf, c'est comme le diable. Là. Présentement, tout le monde pense que le bœuf va faire exploser la planète. Puis, eux, ils ont plein d'études qui démontrent que leur façon de faire, au contraire, ça décarbonise la planète. Puis que c'est une meilleure façon de faire que bien des agriculteurs qui font avec des légumes ou n'importe quoi. Fait que, d'entendre ça, je trouve que c'est comme pas ce qu'on entend d'habitude dans les médias ou partout. Fait que c'est un petit peu ça l'idée du podcast, c'est d'aller toucher dans des sujets un peu avec des gens qui ont d'autres choses à dire que qu'est-ce qu'on entend à TVA à tous les jours. Là. C'est de faire changement un peu.
Tu as reçu également Enrico Ciccone. Oui, Enrico, ça a été mon premier podcast que j'ai lancé. C'est ça, évidemment, à cause du hockey, on se connaît, puis tout ça. Puis je savais que ça serait, il avait essayé de faire passer des lois un peu sur les bagarres au hockey, Enrico, pour faire changer ça. Puis même si moi, je ne suis pas un bagarreur, j'ai toujours pensé que ça faisait partie du hockey, les bagarres. Puis je suis un de ceux qui pensent que ça devrait rester. Fait que je savais que ça serait une conversation intéressante entre nous deux, justement, dans la nuance un petit peu, d'être comme mais je sais qu'est-ce que lui pense par rapport aux bagarres, puis de pouvoir parler de ça. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière le podcast. Puis c'était le premier épisode qui représentait bien ce que j'avais en tête pour le podcast. Fait que, puis c'est sûr que c'est quand même un nom. Fait que d'avoir Enrico en premier, ben, quand tu appelles quelqu'un d'autre pour une entrevue puis qui check qu'est-ce que tu as fait, ben, plus que tu as des gens sérieux puis d'un podcast de qualité, ben, ça donne le goût aux autres de venir aussi. Fait que j'étais bien content qu'ils acceptent mon invitation puis qu'ils me donnent un coup de pouce pour partir ça. Fait que c'est disponible sur ta chaîne YouTube. Est-ce que c'est Spotify ouais, aussi? sur YouTube et Spotify. Nuanceur, N-U-A-N-C-E-U-R, comme influenceur, mais nuanceur. Puis, fait que c'est ça. Fait que les gens, comme ils le savent, abonnez-vous. Un petit like, c'est de même, ça marche pour se faire connaître. Puis, fait que gênez-vous pas de laisser des commentaires. Puis, c'est bon pour les algorithmes, les commentaires. Là, les commentaires. C'est comme ça que ça marche. Fait que si on veut se faire connaître, puis c'est pas nécessairement de dire faire de l'argent, mais juste que les gens, ils le voient, ils le fassent, que ça soit connu, ben c'est vraiment ça, hein, vous le savez, là, c'est les likes, puis les contenus, puis les commentaires, tout ça. Fait que si les gens veulent m'encourager, ça va être bien apprécié. Super. Puis, pour parlant du podcast, là, si on fait un petit peu de manifestation, là, si tu lances ça dans l'univers, ça serait qui ton invité rêvé que tu aimerais ça avoir la chance d'interviewer? Moi, le podcast que j'écoute le plus, c'est Joe Rogan. Fait que c'est certain que si un jour j'ai la chance de faire un podcast avec Joe Rogan, ça serait vraiment, vraiment cool. Mais j'ai pas... j'aime beaucoup l'histoire. Là. Il y en a un qui s'appelle Graham Hancock. Je pense peut-être en faire en anglais aussi éventuellement parce que des fois, on se limite un petit peu quand tu le fais juste en français aussi à qui tu peux parler. On a plein de monde intéressant au Québec, mais il y a plein de monde aussi, des experts puis des gens qui vivent des choses ailleurs aussi. Puis je trouve que ça fait partie de la nuance aussi. Là. On est une place où on parle français puis anglais, fait que d'avoir des podcasts. J'ai déjà parlé avec des chums que j'ai joué en Europe, de parler de hockey. J'ai un de mes amis qui est en Suède, de parler de la Suède, comment que c'est. Le hockey là-bas, lui, il est scout pour la NHL en Suède. Fait que d'avoir un podcast avec lui, ça pourrait être cool de parler, mais c'est en anglais. Fait que rendu là, avec les edits à cette heure, il y a moyen d'avoir la traduction un peu en français. Fait que c'est des choses que je regarde, mais écoute, c'est certain que moi, j'aime beaucoup le sport, j'aime l'histoire, j'aime la politique. Fait que n'importe qui à travers ça, je vais être content. Puis l'idée, c'est de pouvoir le faire, puis que les gens, ils l'écoutent, puis que c'est le fun d'avoir une interaction avec le monde. Puis le feedback aussi. Hey, good job, c'était vraiment bon. Je pensais pas tel podcast. Hein, ouais, comme c'est ça que je trouve qui est cool aussi. Même il y a des gars dans l'équipe qui me disaient cette semaine qui ont écouté mon podcast puis qui disaient lui, je l'aurais peut-être pas écouté, mais il a embarqué à la suite de l'autre. Puis crime, j'ai trouvé ça encore plus intéressant que lui d'avant puis tout ça. Fait que des commentaires comme ça, je trouve ça le fun à entendre, puis ça donne le goût de continuer. Ben, ça là, avec Denis Coderre, il a compté là, la petite passe là, qu'il avait dit David Desharnais avant je sais pas trop. Ça, je l'avais parlé avec David. David, il était plus ou moins d'accord avec cette histoire-là. Là. Lui, il pense pas que c'est tout à fait de même que ça s'est passé. Là, ça. Il était peut-être pas hyper content non plus que quelqu'un dise ça publiquement. Oui, c'est ça. Mais écoute, Denis, il est vraiment gentil. C'est tout qu'un raconteur, mais des fois, il
il en met un peu plus que le client demande. Ça a fait un bon show, en tout cas, ça, je peux dire oui, ça. non, il est vraiment le fun, il est vraiment fin, Denis. Puis c'est ça, je l'ai croisé, j'étais allé à Choix la semaine passée avec DH pour faire comme un peu parler avec PC, un peu faire promotion un peu pour les matchs puis tout ça. Puis écoute, je savais pas, mais j'étais encore dans le studio, puis qui c'est qui rentre pas dans le studio? C'est Denis, tu sais, qui s'en venait en ondes à Choix. Fait que là, hey Denis, comment ça va? Fait que là, c'est là que j'ai dit, ben, viens à game samedi, tu sais, ça serait le fun, puis tout ça. Fait que il était encore en ville, fait qu'il est venu. Il est venu à la game, puis il était bien content Ouais, le voilà, Denis était là, exactement. Fait que c'est le fun. Puis tu sais, c'est l'idée aussi en ce moment, tu sais, la Ligue, tantôt je parlais de 2-3 anecdotes qui m'est arrivé, qu'on parle que la Ligue, il y a un certain renouveau, mais tu sais, je pense que c'est ça aussi, là, avec le national, les gars qu'on est revenus, ben, tu sais, on voit que comme avec PC, exact, puis Alex, puis tout ça, tu sais, on voit que les gens de la Ligue, les propriétaires, puis les gérants, les coachs, tout ça, tout le monde va dans la même direction pour essayer de donner un meilleur spectacle, puis d'avoir des matchs relevés, un niveau de jeu relevé, puis tout ça. Puis on le voit de l'extérieur, puis c'est un peu notre façon de revenir aussi, puis d'essayer de faire notre part à Québec pour faire connaître le brand, puis de dire comme, venez voir ça. Puis Québec, c'est quand même un beau marché, puis que le national, ça reste que pour les plus jeunes, ça ne veut pas rien dire, mais tu sais, moi, j'étais très content d'avoir le numéro 13 avec le national. Là, ça fait partie des trucs là, de nos classiques. Fait que, tu sais, de pouvoir essayer de faire connaître l'équipe, puis peut-être, si on est capable de gagner une coupe de game en série ou une série contre Saint-Georges, ça va être difficile, mais ça serait vraiment, vraiment cool de pouvoir finir la saison en force, puis comme je te dis, de faire connaître l'équipe, puis préparer la prochaine saison, puis lancer l'équipe dans la bonne direction, ça serait vraiment cool. C'est vrai, c'est officiel, vous êtes le seul match-up déjà de cet été, c'est avec Québec-Saint-Georges en première ronde. Oui, c'est ça, fait que, tu sais, puis c'est le fun aussi, ça reste que, pour nous, c'est peut-être un des meilleurs match-ups de par la proximité, avec, tu sais, il va y avoir du monde de Saint-Georges qui vont venir à Québec et vice-versa, fait que, tu sais, ça va faire quand même des matchs avec de l'ambiance, de l'énergie, puis tout ça. Fait que ça va vraiment être cool, je pense. Fait que là, on se concentre sur les 4 matchs qui restent, mais comme tu dis, ça reste quand on a su ça, je pense, en fin de semaine, justement, que ça s'est comme officialisé, là, que c'était eux. Fait que c'était comme, OK, cool. On savait qu'on pognerait la meilleure équipe, là, on est dernier. Fait qu'il n'y a pas de surprise là. Nous autres, on le savait qu'on jouerait contre la 1. On ne savait peut-être pas c'était qui. Mais là, il nous reste 4 games pour se préparer puis finir ça en force. Puis on a bien hâte. Ça doit être le fun aussi pour quelqu'un qui fait un comeback comme toi, tu sais, quand on voit des joueurs un peu dans leur prime, en guillemets, dans la fleur de l'âge, comme des Nathan Larose à Saint-Georges, tu sais, Gabriel Chabot qui est encore jeune, Cédric Montminy, des Charles Tremblay, etc. Là, il y a quand même beaucoup de talent à Saint-Georges. Ça doit être le fun quand même aussi de pouvoir dire d'avoir la chance de se mesurer à ça, surtout dans un contexte de play-off. Ça disait quand même. Oui. Ben non, c'est certain que ça va être. Ouais, c'est ça. Ça va, tu sais, c'est comme le niveau de jeu, il est relevé. Puis, tu sais, les gars sont en forme, ça patine. Tu sais, comme à Tedford, on a joué les 2 derniers matchs, ça a donné que c'était Tedford. Puis, tu sais, il y a une couple de gars là, qui sont fucking vite. Tu sais, comme le niveau de jeu, il est vraiment relevé. Puis, tu sais, c'est certain que moi, je ne suis pas nécessairement en forme où ce que je voudrais être, mais tu sais, ça reste qu'à un moment donné, comme le gars, il patine vite comme le vent. Là, je veux dire, comme peu importe en forme ou pas en forme, tu sais, c'est impressionnant à voir qu'il y a une couple de gars qui ont du speed puis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir compétitionner. Puis c'est ce qui me manquait le plus. Des fois, tu n'y penses pas nécessairement tout le temps dans un day-to-day. Je m'ennuie-tu de jouer au hockey puis tout ça, mais comme de renouer avec l'intensité puis la camaraderie puis tout ça, puis justement d'être prêt pour un match, tu sais, ça frappe, ça patine, tu veux pas te faire scorer, tu veux être prêt, tu veux contribuer, fait que c'est un beau feeling, puis ça va être un autre coche pour les séries, fait que je suis content que j'ai encore 3 semaines pour continuer de me préparer pour les séries, mais on a bien hâte.
Yes. Donc, Dave, je t'avais texté quelque chose, mais je pense que tu m'as répondu. je suis pas sur mon. Je voulais savoir si tu voulais faire tes petites questions en rafale, parce que là, le temps avance. On t'a quasiment fait une entrevue de 1h30. Il n'y a pas de problème. C'est rare que d'habitude, je fais des podcasts, j'ose pas mal, fait que ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais ouais, on veut pas te retarder trop longtemps. Là. C'est quand même un mardi soir. Mais le dernier. À 50 ans aussi, là. Oui. 60. D'habitude, ça fait 1 heure. Tantôt, je t'écoutais une télésérie, puis là, je vais aller me coucher, là, je suis vraiment fatigué. Il était 7h30, j'étais prête pour aller dormir. Puis là, finalement, c'est pas que j'ai un podcast. Fait que là, je me suis préparé, là, je me suis mis de l'eau d'en face un peu pour pas avoir l'air trop endormi, mais j'ai quand même pris ma tisane, là, à 50 ans, ça prend une tisane avant de Quand Stéphane Turcot a fait son reportage sur ton retour, là, puis qu'il t'a dit que tu étais le doyen de la Ligue, est-ce que tu as fait Alexandre Tremblay à Jonquière, c'est pas moi? Ben, sur le coup, je n'ai pas pensé à ça. Je savais qu'Alex, je le connais bien, puis tout ça. Fait que justement, on joue contre ce samedi. Fait que ça va être la bataille des vieux ce samedi à Québec. Ça va être le fun. Mais, tu sais, Alex, c'est impressionnant de voir ce qu'il fait. Tu sais, comme moi, oui, c'est quelque chose d'arrêter puis de revenir, mais de jamais arrêter puis d'être rendu à 45 ans, comme ça aussi, là, ça reste que côté le physique puis tout ça, le voyagement au fil des années, c'est pas évident. Là. Il n'y en a pas 50 qui ont en haut de 40 ans puis c'est pas pour rien. Là. Ça reste que c'est exigeant puis c'est vraiment hot. C'est tout à son honneur d'être capable d'avoir la discipline pour se garder en forme, mais 2 aussi d'aimer le hockey puis le commitment que ça prend, c'est vraiment cool. Fait que j'ai bien hâte de jouer contre samedi. Fait que, dans le fond, pour enchaîner avec le dernier segment, c'est des petites questions en rafale pour terminer, pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc, première chose qui te vient en tête. Oui, Marco. Salut, on salue Marco Charpentier. Fait que première chose qui vient en tête, ton premier souvenir au hockey, première fois que tu as mis des patins ou joué avec un bâton quand tu étais tout jeune? Mais écoute, c'est pas évident quand on retourne vraiment en arrière là, dans les genre 3, 4, 5 ans là, dans ces années-là. Mais je me souviens moi je viens à l'origine de Pointe-aux-Trembles. Là, j'ai des souvenirs de patiner au patinage libre. Mon père, à l'époque, il m'amenait patiner quasiment tous les jours au patinage libre. Fait que qui me prenait par la main, là, puis là, il patine, puis là, il te swing pour aller bien vite. Là, ça, c'est dans les premiers souvenirs là, que dans ces années-là, je devais avoir peut-être ça 4 ans, peut-être, ou 4-5 ans, là, à mes tout débuts. Les autres, c'est comme des souvenirs, mais c'est plus des photos que tu vois. Là, c'est pas vraiment des souvenirs, mais c'est ça, vraiment un vrai souvenir de patiner, puis tout ça, là, ça serait un de ces moments-là avec mon père, Rodrigue Gilbert, là, à Pointe-aux-Trembles, au patinage libre ensemble. Là, ça, c'était des beaux moments. Super. Pourquoi portes-tu ton numéro? Numéro 13, je pense que c'est ton numéro tu as 26, non? Qui est à Bécomo, mais est-ce que tu as un numéro fétiche? Dans le fond, c'est à cause de Pierre Lambert. Il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est ça la raison. Il était disponible, puis je me suis dit, ça va vraiment être drôle d'avoir le numéro à Pierre Lambert. Fait qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est bon. Ton idole au hockey? Ça dépendait des années. Tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu vois un gars puis un autre, mais lui que j'ai toujours le plus... comme mon idole, ça s'est toujours été Antoine puis Mario. Ça a toujours été... une année, si Mario il avait une bonne saison, là, je le suivais plus, puis j'écoutais plus Mario le Magnifique dans la cassette du VHS. Puis là, il y a d'autres fois que j'écoutais un autre truc de Wayne. Fait que ça a toujours été Mario puis Wayne Gretzky, là, mes 2 joueurs préférés. Parce qu'il y a une autre anecdote par rapport à ça que les gens ne savent pas toutes, mais quand j'ai commencé à jouer junior, j'avais pris le numéro 69 à cause de Mario puis de Wayne Gretzky. Et quand Richard est arrivé, ça ne le faisait pas que j'avais pris le numéro 69.
Fait qu'il m'a fait changer au numéro 26. Fait que, si vous voulez, ça, c'est une anecdote que c'est pas tout le monde qui sait que j'ai commencé ma carrière junior 14 games avec le numéro 69. C'est rare l'habitude dans une équipe de hockey, 69. C'est pour autre chose. C'est le gars hot dog de l'équipe un peu. Là, ouais, ben, moi, c'était pour Wayne, puis Mario, puis Wayne. Puis à ce moment-là, il disait pourquoi pas 96? Ben, il y avait Pavel Bure qui l'avait déjà. Je trouvais ça original d'avoir le 69. Je ne comprenais pas pourquoi que les gens ils s'en faisaient avec ça. C'est bon. Est-ce que tu as un athlète préféré en dehors du hockey? Dans les sports, je pense que tu n'as pas le choix d'avoir un gars comme Tom Brady, de regarder ce qu'il a accompli année après année avec les âges, l'âge qu'il a su performer. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant de voir ce qu'il a fait. Fait que, je ne suis pas un grand écouteur de sport en général. Là, j'écoute un peu de tout et tout ça. Fait que, il n'y a pas un sport en particulier. Dans les dernières années, de voir ce qu'il a fait jusqu'à l'âge qu'il a fait, je trouve que c'est incroyable. Fait que ce serait peut-être Tom Brady que je nommerais pour ça. Là. Parfait. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Des superstitions? Ben, c'est drôle parce que j'en parlais justement au dernier match avec un gars, puis je disais, c'est drôle, c'est comme si avec Michael Tam, il était assis à côté de moi, puis c'était son premier match, au deuxième match, mais ça faisait un mois déjà qu'il avait joué. Fait que je disais, c'est drôle, à chaque match, c'est comme si je retrouve une nouvelle routine, un nouvel truc, parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas joué. Fait que je peux pas te dire, quand j'arrive des fois 3 minutes avant d'embarquer sur la glace dans ma ligue le jeudi, je peux pas te dire que j'avais une grande routine. Là, je fais juste m'habiller puis embarquer pour jouer. Mais là, avec un peu de temps d'arriver, c'est comme si les habitudes, ah ouais, c'est vrai, je faisais ça avant, puis de redécouvrir ça, c'est comme le fun là, d'arriver, puis là, ben, tu tapes ton bâton de telle façon, là, tu places ton stock sans y penser, puis là, c'est comme, ah ouais, c'est vrai, je plaçais mon stock à terre de même, mes pads comme ça, fait que c'est comme, c'est pas tant une superstition que juste une habitude qui avec, tu le fais tellement de fois dans une carrière avec les pratiques, puis tout ça, que ça s'est construit, fait que je dirais que ma routine, elle se redécouvre tranquillement, pas vite, au fil des matchs. Je retrouve mes petites habitudes, puis tout ça, mais je n'ai pas rien en particulier que je fais qui est spécial ou quoi que ce soit là, avant les matchs. Parfait. Depuis ton arrivée à Québec, ton coéquipier le plus drôle avec le national? Notre goaler, Kaza, là, c'est un méchant moineau, ça. Lui, il est vraiment drôle. Des fois, les gardiens sont plus réservés puis tout ça, là, mais lui, il est vraiment drôle puis il est vraiment le fun. Il est tout le temps comme de bonne humeur. Il a tout le temps un petit smile, une petite joke. Il est vraiment le fun. Ensuite de ça, le meilleur joueur avec qui tu as déjà eu la chance de jouer, selon toi? Pavel Datsyuk, l'année que j'ai été en Russie puis que j'ai fait le camp puis que je suis parti, là, que je vous contais tantôt, mais c'était l'année aussi que Pavel Datsyuk n'avait pas été, il s'était pas entendu encore avec les Red Wings de Détroit, fait il s'entraînait avec nous autres avec le Dynamo de Moscou, puis fait qu'il était là, je sais pas, 2-3 semaines avec moi en même temps que. Puis cette année-là aussi, Andrei Markov aussi, avant de partir, il pratiquait avec nous autres là, avec le Dynamo. Mais Datsyuk, de juste voir comme ce qu'il faisait, c'était vraiment impressionnant. C'est un gars qui a tellement des mains, tu ne pouvais pas y enlever le puck. Là, il a l'air un peu de rien. C'était pas un gars qui était particulièrement gros. Mais tu essayais il voulait toujours comme jouer un contre un, là, comme à la fin des pratiques puis tout ça. Puis tu essaies d'enlever le puck à ce gars-là. C'est impossible. C'était vraiment impressionnant de voir ce qu'il pouvait faire avec puis surtout sans la rondelle. Là, un peu comme Patrice Bergeron, que les gars, ils trouvent toujours avoir le moyen de mettre le bâton sur le puck, de couper le jeu, d'être bien placé. C'est comment ça qu'il touche à tout. Le puck, il semble toujours le frapper, puis tout ça. Puis en plus, avec la rondelle, c'était comme un magicien. Fait que lui, c'est de loin le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? J'hésite entre Joël Thériault. Puis
Non, mais blague à part, je pense qu'à mon retour au jeu là, cette année, quand que j'ai compté puis que j'ai vu mes gars qui étaient comme full excités puis full contents, là, ça a été un beau moment de pouvoir partager ça avec eux autres. Fait que ça, c'était cool. Super. Puis sinon, rapidement terminant, ton repas préféré? Un bon steak l'été là, sur le barbecue au charbon, là, ça c'est dur à battre. Je suis pas mal carnivore, fait que quand que je mange un bon steak, là, ça c'est dur à battre. Puis sinon, des sushis, j'aime bien ça. L'hiver, il y a moins de barbecue un peu, fait que des sushis, sinon j'aime bien ça. Super. Ton film préféré ou série télé? Film préféré. Ça, c'est une bonne série préférée. Une série que j'ai adorée il y a longtemps, c'était Lost. J'avais adoré Lost. C'est un film, j'ai un peu plus de difficultés. Le film que j'ai le plus écouté, ça doit être Les Boys, là, comme tout le monde de ma génération. Dans l'autobus, on écoutait ça à France. Je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais c'est définitivement le film que je connais le plus par cœur. Mais sinon, Lost, j'avais vraiment, vraiment adoré cette télésérie-là à l'époque. Parfait. Puis pour finir, si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Les Backstreet Boys à la Sphère à Vegas. Je voulais aller là cet été puis avec Marco. Puis là, Marco, il m'a choqué ça parce qu'il s'en va en croisière avec sa famille. Fait que je suis vraiment déçu. Fait que, mais ouais, moi, je voulais aller voir les Backstreet Boys à la Sphère à Vegas cet été. Puis Marco, il m'a choqué ça. Je préfère plus passer du temps avec ses enfants. Fait que je trouve ça décevant un peu, mais qu'est-ce que ouais. Yannick Lehoux, merci de ton passage là, sur le podcast ce soir. On a fait 1h30. Je pense qu'on aurait pu encore jaser un autre demi-heure. Puis Marco fait un petit lol là, après que tu as dit qu'il t'a choqué. Il n'a pas démenti ça. Là. Tout était réservé. On avait nos tables. Tout était booké. Là, finalement, il s'en va à croisière. Fait, regarde, c'est son choix. C'est ça. Aurais-tu peut-être un petit message là, pour les partisans du National qui nous écoutent, peut-être pour la fin de saison? Écoute, j'ai envie de dire, juste continuer de venir nous encourager puis de venir au match. On s'en va dans la bonne direction. Je sais que la saison, ça n'a pas été la saison drive, mais les gars, il n'y a personne dans l'équipe qui a abandonné ou qui se voit pas comme gagner des games puis gagner une ronde ou 2 ou 3. Fait que continuez de nous encourager puis on va donner tout ce qu'on a jusqu'à la fin, ça c'est certain. À quand le retour de Marco? L'année prochaine. Oui. Ouais. Fait que, Marco, il revient l'année prochaine. Il s'en vient à Québec. Je vous le donne en primeur, à moins que Bobby il aille le voler, là, puis que puis qu'il nous vole Marco, mais normalement, Marco il va revenir jouer l'année prochaine à Québec. Bon, ben, vous avez eu une primeur ce soir au podcast. Yes. Merci Yannick, on va te souhaiter une bonne fin de saison, puis peut-être un conseil, fais attention de ne pas trop parler aux journalistes, pour pas que peut-être Alex Picard là, dans la chambre, ils disent le numéro 13, enlève-moi ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Sur ça, bonne soirée, bonne fin de saison. Merci. Merci les boys, salut là. Merci beaucoup. Donc, Yannick Lehoux du National de Québec. Yes. Ça a été très, très le fun ce soir. On a eu un bon invité. Pour vrai, c'était fluide. Des fois, j'avais même l'impression que c'était lui qui nous interviewait. On a eu des bonnes histoires, des bonnes anecdotes. Puis, non, c'était super, super. Oui, puis en finissant, Marco Charpentier dans le chat qui dit jamais dire jamais. Ouais, jamais dire jamais. Donc, à l'année prochaine, à Marco. Ouais. Sur ça, Dave, peut-être dire là, les matchs là, qui nous attendent le prochain week-end. Yes, donc avant-dernier week-end de la saison régulière, donc 5 matchs à se mettre sous la dent, 4 matchs vendredi et 1 match le samedi. Alors, pour commencer, les Marquis de Jonquière vont être à Laval, donc pas besoin de faire de topo. On sait c'est quoi
la rivalité entre les Marquis et les Pétroliers. Fait que ça risque d'être un bon match. Pierre Pelletier qui joue pour sa 300e victoire en carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue nord-américaine. Donc, ça va être un match à suivre assurément. Les Marquis là, qui ont encore une petite chance, là, si on réussit à gagner nos 4 derniers matchs de la saison, à peut-être là, finir là, dans la position là, 4 ou 5, là, puis peut-être avoir un avantage de la glace en série. Donc, on ne peut plus en perdre. Puis du côté de Laval, on veut finir 3e également. Fait que des matchs importants. Ensuite de ça, à Saint-Georges, le bataillon qui s'en va affronter le Cool FM à Saint-Georges. Donc, les deux équipes là, qui ont joué à Saint-Hyacinthe vendredi dernier. Ça avait été un match quand même. Ça avait fait quelques flamèches entre les deux équipes. Fait que j'imagine que ça va peut-être se transporter aussi du côté de Saint-Georges. Je suis sûr que du côté de Saint-Georges, on est champion de la saison. Fait qu'on va vouloir là, peaufiner, fine-tuner notre jeu avant les séries. Mais le bataillon, lui, est encore dans la course pour l'avantage de la glace. Ensuite de ça, le National de Québec et Yannick Lehoux qui seront à Sorel-Tracy pour affronter les Éperviers. Ça va être un match pour l'honneur puisque les deux équipes sont déjà assurées là, de terminer au même, dans le fond, 2e pour les Éperviers et 8e pour le National. Donc, ça va être un match pour l'honneur puis en même temps, pour justement là, les séries qui approchent à grands pas. Fait qu'on va aller chercher du momentum. On veut bien faire les choses. Donc, ça va être un match intéressant. Surtout que pour les fans sorellois, le National qui avait joué 2 matchs très tôt en début de saison à Sorel-Tracy, on ne les a pas revus depuis, donc c'est quand même un nouveau visage là, qu'on va voir à Sorel le vendredi là, du National. Et puis, les 3L de Rivière-du-Loup qui vont être à Thetford Mines pour affronter l'Assurantia, 2 équipes en plein milieu de la course pour l'obtention là, du 3e rang et de l'avantage de la glace. Et encore une fois, une petite reprise de la finale de l'an dernier. Et le dernier match, samedi soir, 19h, les Marquis de Jonquière qui vont être à Québec pour affronter le National. Donc, un autre gros match à Québec. Ça va être le retour de Maxime Saint-Cyr à Québec. Maxime Saint-Cyr, qui est toujours le meilleur pointeur de l'histoire du National de Québec à l'heure où on se parle. Donc, il va être de retour là, à Québec. Donc, ça va quand même être un fait intéressant. Lui qui est toujours il manque 3 buts. Donc, 4 matchs pour marquer 3 buts pour atteindre le plateau des 30 buts cette saison, là, ce qui a été fait en dernier par Marco Charpentier en 2015-2016 dans la Ligue nord-américaine. Donc, ça va être un match là, à suivre du côté de Québec. Fait que 5 bons matchs, puis ça va mettre la table pour le dernier week-end de la saison, qui est un programme complet, 8 matchs le week-end prochain, donc pour finir l'année. Fait que ça va être 2 gros week-ends pour terminer, mais ça commence le vendredi. Yes. Sur TV-LNH ou dans un aréna près de chez vous. Yes. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés en grand nombre encore une fois ce soir. Je vois des commentaires, le très bon show les boys de Stéphane Bailey, Jean-Paul Veilleux qui dit solide. Merci à notre invité Yannick Lehoux du National de Québec. Et puis, allez faire un petit tour là, sur son podcast, Le Nuanceur. Merci, Dave. Oui, des invités intéressants. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.